Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent, mais pas que. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos projets, quels qu'ils soient. Moi, la forme comme d'habitude. Alors pour vous faire un petit retour sur le dernier podcast avec Mélanie, ça vous a plu? Merci pour vos partages sur les réseaux. Je pense notamment à Antoine, Virginie, Thibaut, Lou, Sonia, Vivital, David et Marie. Merci également pour vos messages. Vivital qui m'a dit que les échanges avec les invités étaient très bien menés, et Quentin qui m'a dit que lui il voyait pas le temps passer en écoutant les podcasts, que ça l'inspirait, que ça le motivait et que ça lui donnait envie d'avancer. Donc je suis super content, c'était le but premier du podcast, vous motiver, et c'est également mon but à moi au travers des échanges et des interviews que je fais, c'est rencontrer des personnes inspirantes pour vous mais aussi pour moi et venir chercher un petit peu de motivation. Et puis pour terminer, merci encore à Mélanie pour son partage. Je lui souhaite que des bonnes choses par la suite. Et j'en doute pas, je vois que ça évolue un petit peu sur les réseaux, donc continue comme ça. On est toujours à 18 notes sur Spotify et 3 notes de plus sur Apple Podcasts. Donc ça fait maintenant 22 notes. Merci à Sonia, Béranger et Fred pour leurs commentaires. Et encore une fois, je tenais vraiment à vous remercier pour votre implication, les partages, les commentaires et les écoutes qui font que grimper, donc ça fait vraiment plaisir. La petite news du jour, je suis un grand fan de MMA, combat dans la cage, et mon pote Boama, qui est combattant de MMA professionnel, qui est également investisseur immobilier, investisseur en bourse, et voilà, c'est quelqu'un à qui je partage beaucoup de valeurs, et ben il vient de gagner un combat de plus ce week-end, donc ça fait plaisir. Je suis vraiment fier de toi mon gros, et j'ai qu'une chose à dire, vivement le prochain combat. Et puis sans transition, le podcast du jour, c'est avec Alexis Lacroix, un invité qui change un petit peu des profils que j'ai eu jusqu'à présent. Il est entrepreneur, il a commencé l'entrepreneuriat à 17 ans et demi et on ne se connaissait pas du tout avant de tourner le podcast. Donc pour résumer, Alexis fait plusieurs choses. Tout d'abord, il a une société dans le marketing digital. Il forme et il accompagne les professionnels de l'immobilier dans le but de développer leur présence en ligne et donc de développer leur business. Avec sa formation qui est complète, il s'est entouré en fait des bonnes personnes pour faire quelque chose de qualitatif. Il est dynamique et je pense que c'est ce qui peut manquer à certains. Moi le premier. Et pour le coup, sa jeunesse, c'est un atout parce qu'il est au fait de toutes les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes de marketing et je peux vous garantir qu'on apprend énormément de choses à ses côtés. Il a également un podcast sur l'entrepreneuriat. D'ailleurs, récemment, il a fait une sorte de marathon de podcasts quand il était sur Lyon. Il a interviewé une dizaine d'entrepreneurs en quelques jours et j'ai trouvé l'idée vraiment sympa. Pourquoi pas faire ça à l'occasion dans le podcast, on ne sait jamais. En tout cas, ça m'a donné quelques petites idées. Également, il est investisseur immobilier. Il a démarré avec un achat-revente de résidence principale, et là, il a racheté une résidence principale qu'il est en train de rénover. Donc, j'ai hâte de voir le résultat une fois que les travaux seront finis. Et enfin, il a d'autres idées de business, plein de choses à suivre. Donc, j'ai hâte de voir ça également. Donc merci Alexis pour ton partage, aucun doute sur le fait que tu vas tout cartonner par la suite et je vous laisse avec le podcast du jour qui j'espère vous plaira. Bienvenue à tous sur le podcast. Aujourd'hui je reçois Alexis Lacroix qui m'a été recommandé par un autre Alexis qui est passé dans le podcast. Je te connais pas du tout, du coup je vais découvrir en même temps que les auditeurs un petit peu ton parcours. Bon, j'ai quand même été jeter un petit peu tes réseaux, ton LinkedIn, etc. Donc voilà, ça va être bien cool. Déjà Alexis, comment vas-tu? Super, c'est un vrai plaisir de pouvoir être invité par toi. C'est la première fois qu'on m'invite à un podcast. J'ai toujours invité, c'est la première fois qu'on m'invite à un podcast. Ok, bah tu vois, tu vois, t'es de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté, ça fait bizarre parce que j'ai toujours ton rôle d'habitude. Ouais. C'est vrai que j'ai plein d'anecdotes à vous raconter, donc je pense qu'on va passer un bon moment. C'est bien cool. Du coup, en 2 minutes, Alexis, j'aimerais que tu nous dises qui es-tu, quel âge as-tu et que fais-tu? Ok, rapidement, donc du coup Alexis Lacroix, originaire de base de la région de Tizi, autour de la région rouennaise, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai 22 ans et je suis le cofondateur aujourd'hui d'une boîte qui s'appelle PM Corp, qui est un organisme de formation spécialisé sur le retour sur investissement quantitatif et qualitatif sur l'intégralité de nos programmes. Donc aujourd'hui, on a différents programmes, mais je pense qu'on rentrera dans les détails après. Donc voilà, simplement, j'ai commencé l'entrepreneuriat à 17 ans et demi.
Ok, donc jeune entrepreneur. Ouais, jeune entrepreneur, déterminé, plus déterminé que jeune entrepreneur en tout cas, tu vois. Ok. Bon, pour commencer, j'ai 2 questions que je pose à chaque invité. Ok. J'aimerais que tu me dises si tu as une personne qui t'a inspiré dans ta vie et pourquoi. Ouais. Une ou des personnes. Ouais, j'ai une personne qui m'a beaucoup inspiré. Ça a été un des premiers entrepreneurs que j'ai suivi qui avait la formation agence.com. Donc c'était pas Emmanuel Namer, parce qu'Emmanuel Namer c'est le créateur de la formation agence.com. Donc c'est un programme d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs. Okay. Mais ça a été un de ses sales du coup qui m'a beaucoup inspiré. Tu vois, il y avait Benoît Materne et un de ses collaborateurs, et du coup ils m'ont beaucoup formé sur ça, sur la vente, parce que du coup c'est devenu une passion par la suite. Okay. Donc ouais, c'est vraiment ces 2 personnes-là, Benoît Materne et son collaborateur. Je peux pas citer le nom malheureusement parce que c'est assez compliqué d'en parler de lui, tu vois, par rapport à quelques boulettes entrepreneuriales qu'il a pu faire. C'est pas la meilleure des références, mais c'est un putain de sniper dans la vente. Et ouais, Benoît et ce mec-là ils m'ont formé mais comme jamais. Et du coup après j'ai kiffé la vente, tu vois. Et après j'ai bien évidemment mon papa, tu vois, qui est dans la vente depuis pas mal de temps. Donc forcément à un moment donné, tu sais, tu te dis putain papa tu fais quoi comme business, il t'explique, etc. Il est ancien maçon. Donc ouais, ça a été aussi une grosse source d'inspiration parce qu'il a eu quelques soucis de santé et il a dû totalement changer le métier du jour au lendemain. Okay. Donc tu sais, forcément c'est inspirant et tu te dis putain il a rien lâché, tu vois, il se casse au boulot tous les jours et en fait il lâche rien et à chaque fois il remet le niveau à sa place, tu vois, et ça fait plaisir de voir un peu que tu peux t'inspirer aussi, pas forcément que des gros entrepreneurs, tu sais, que tu vois sur les réseaux, parce que je trouve que les jeunes ont tendance un peu, tu sais, à aujourd'hui s'inspirer, tu sais, des gros Yomi Denzel, etc. Ouais, c'est ça, mais t'es loin d'eux en fait. Essaye de voir aussi à échelle locale, peut-être ta famille, peut-être des proches. Tout le monde est inspirant d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mais mon papa et l'équipe commerciale d'agence.com. Ok, bon, c'est cool. Et du coup, deuxième éducation, justement, de par ton éducation, que ce soit tes parents ou ta famille en règle générale, quelles valeurs t'ont été transmises auxquelles tu tiens encore aujourd'hui? Ouais, obligatoire, ça j'en ai, mais ça a été le plus important et c'est comme ça que j'ai trouvé mon associé. C'est comme ça qu'avec mon associé ça a super bien fité et c'est comme ça qu'on a créé ce projet-là et c'est comme ça que ce projet-là on est là aujourd'hui. C'est grâce à vraiment une valeur éthique, c'est le plus important, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un partage. Pour moi le partage c'est le plus important. Okay. C'est-à-dire que, je sais pas comment t'expliquer, j'ai perdu un proche très jeune, peut-être qu'on y reviendra, mais tu vois, il y a vraiment ce besoin, en tout cas que j'ai aujourd'hui, de partager aux gens, de partager soit des moments, de partager des tips, de partager des skills, de partager, tu vois, un repas, de partager un podcast. Vraiment ça, pour moi, c'est hyper important et je trouve que c'est une grosse valeur qu'on a dans la boîte aujourd'hui. Ce qui fait qu'avec nos équipes, on partage des moments, avec nos membres, on partage des moments, des idées, etc. Mais tout est lié autour du partage et de cet aspect communautaire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, du coup, nos boîtes, quand on se déplace à un endroit, tu vois une communauté qui se déplace avec nous, tu vois. Okay. Et ça, c'est hyper cool. Quand on sort quelque chose, tout le monde est à l'affût de ce qu'on sort, etc. Et ça repose sur une valeur qui est pour moi hyper importante. C'est le partage, tu vois, donner aux autres, partager aux autres. Parfois, tu le sais aussi bien que moi, et je pense que ceux qui nous écoutent le savent aussi, tu te fais avoir, oui. Mais ça fait partie du jeu aujourd'hui. Et non, ouais, c'est le partage, la valeur la plus importante. Ouais. Puis comme tu dis, on fait tous des erreurs, mais du coup, ces erreurs nous permettent d'apprendre des choses. Ouais. Et du coup, de plus forcément les reproduire ou d'adapter un petit peu notre chemin de vie. C'est quoi, toi, par exemple, je te retourne la question, c'est quoi pour toi la valeur la plus importante? Moi, la valeur la plus importante, c'est la famille. La famille, ok. Donc, tu vois, c'est un petit peu en lien aussi avec le partage, tu vois, mais du coup, c'est partager des moments en famille, c'est partager. Moi j'ai été élevé dans une famille où on n'avait pas forcément beaucoup d'argent, une classe moyenne. Mes parents ont beaucoup galère. Ça a travaillé fort. Ça a travaillé fort en fait. Ils étaient tous les 2 salariés et si tu veux, ils ont tout donné pour leur gamin. Si tu veux, ils sont un petit peu oubliés eux, je pense, sur le parcours, tu vois. Mais ils ont tout donné pour leur gamin. Ouais, ça repose un peu sur le fait de partager à échelle locale, vraiment pour les enfants, quoi, en fait. C'est ça. Mettre en avant la famille. Et prendre un peu du recul en tant que parent sur ce truc. Et toi, tu as les mêmes valeurs aujourd'hui? J'ai les mêmes valeurs, si tu veux. Moi, il n'y a rien de plus important pour moi que la famille.
Et du coup, je transpose ça, si tu veux, aussi avec les amis que j'ai. Parce que j'ai pas énormément d'amis, mais le peu d'amis que j'ai, si tu veux, c'est voilà, on est soudés, on est les uns avec les autres. S'il y en a qui a une galère, on est là pour dépanner. Donc moi, si tu veux, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment un groupe restreint aujourd'hui sur lequel tu es sûr que tu peux reposer, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que par le biais de nos métiers ou par le biais des rencontres qu'on fait, on voit beaucoup de monde, on rencontre beaucoup de monde, on va en soirée, etc. Mais après, vraiment, il y a, si tu veux, le noyau, on va dire, central, qui est la famille et qui est le groupe d'amis proches que j'ai. Ok, magnifique. Ok, magnifique. Donc voilà, si tu veux, on bosse un petit peu sur ton interview. J'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas du tout sur Roanne, et pourtant je suis originaire d'ici, tu vois. C'est ça qui est impressionnant. C'est le Numéripark. Tu connaissais pas? Je connaissais pas du tout, j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est? Sérieux, incroyable. Incroyable. Pourquoi je dis incroyable? Vous allez comprendre pourquoi incroyable, parce que c'est une histoire pas comme les autres, le Numéripark. En fait, si tu veux, quand on a lancé la première boîte, pour ceux qui ne le savent pas, la première boîte c'était Processing Media. Ok. Je l'ai vu sur Papers. Voilà. Si tu veux. En fait, si tu veux, la première boîte c'était Processing Media. Aujourd'hui, c'est PM Corp. Je vous expliquerai un peu la liaison, comment elle s'est faite. Et ça, d'ailleurs, un énorme lien avec le Numéripark. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, un jour, on bossait, etc., dans ma chambre. Et Mathéo bossait dans sa chambre. Donc, Mathéo habitait à Riorges, à côté du parc Beaulieu, quand il a déménagé. Et en fait, on bossait chacun de notre chambre. On se dit, mais putain, mais est-ce qu'il y aurait moyen, justement, de se retrouver à un endroit, tu vois, avoir un camp de base un peu, tu vois, un bureau en fait finalement. Et il me dit, bah écoute, je sais pas trop, machin, essayons de regarder. Je tape sur internet, aujourd'hui tu tapes sur internet à Roanne, mets bureau, il y a 3 spots. Ouais. Il y a 3 spots. T'as le coworking à côté de Michelin, qui est à côté de Soprasteria, t'as le Numéripark de Roanne, et t'as, je crois, des coworks un peu dans Roanne, mais c'est pas la valeur principale du cowork. Et donc là, on fit avec le Numéripark, on rencontre Jérôme Duby, qui est du coup le gérant du Numéripark. Parce que en fait, le Numéripark, pour ceux qui ne savent pas, c'est des bureaux que le Roannais Agglomération, donc que la ville, a créés pour mettre à disposition des entreprises qui se créent ou des entreprises en cours de création ou des entreprises classiques, parce que tu as aussi des grosses boîtes, mine de rien là-bas, pour justement leur permettre de 1. Avoir des bureaux, 2. Avoir quand même un service en plus des bureaux, donc internet, le ménage, etc. Et 3. Ça, c'est aussi un point fort, c'est pouvoir avoir du réseau. Parce que régulièrement, au Numéripark, du coup, on fait des rencontres, on fait des barbecues, on fait des tartiflettes, tu vois, des trucs vraiment tout bêtes, tu vois, mais qui permettent de souder les entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, on a tous besoin de parler, que ce soit avec quelqu'un qui n'est pas dans le domaine ou quelqu'un qui est dans le domaine. Et du coup, ce qui fait que le Numéripark, on a carrément fité, on a pris un 25 mètres carrés et du coup, on a créé notre première boîte dans le 25 mètres carrés et ça a été un truc de ouf parce qu'on est passé par des moments, on était les plus jeunes, donc à 5-6 heures du matin, on était encore là quand les anciens arrivaient, parce qu'il y a Laurent, je sais pas s'il écoutera Laurent, mais c'est Énergie Globale Région, le représentant d'Énergie Globale Région sur le Vernonal. Et il nous voyait, en fait, on partait du bureau quand lui il arrivait, et ça a été des anecdotes de malade mental. On a dormi dans les bureaux avec des potes. Un de nos sales là, actuellement, qui est dans la boîte, a fait des nuits là-bas avec nous quand on bossait sur des projets qui n'étaient pas celui d'aujourd'hui. Et en fait, la transition s'est faite que là-bas, on a rencontré des personnes extraordinaires. Je pense à Thierry Cléret, qui est directeur du club Affaires de la Chorale de Roanne. Je pense à Eric Laramendi, qui est un des plus gros conférenciers sur la région rouennaise, je pense, en tout cas pour moi, parce qu'il a des skills de ouf. Il était ancien directeur France MMA du groupe MMA, en assurance, du groupe MMA, donc je ne sais pas quelle filière. Je pense à sa femme, Laurence, je pense à Laurent d'Énergie Globale Région, Jérôme Duby qui connaît un monde incalculable sur Roanne, le Roannais Aglo qui a de très belles relations avec la mairie, etc. Ouais, ça a été un truc de ouf. Vraiment, vraiment, très sincèrement. Si un jour, tu vois, s'il y a un jeune qui nous écoute aujourd'hui, il hésite, c'est certes un budget, mais il faut aussi voir la suite du truc. Parce que nous, ça nous a permis de dire qu'on avait des bureaux. Et quand tu dis budget, c'est ça, grosso modo, 25 mètres carrés, ça coûtait combien par mois? Mais tu déconnes, mais tu n'as même pas idée de ce que ça coûtait. 25 mètres carrés, en fait, ils t'aident sur la première année, sur les 6 premiers mois. Je t'assure que c'est vrai, on paye 66 €. Putain, que dalle. 25 mètres carrés, on payait 66 €. On était comme ça sur les 6 premiers mois. Et en fait, c'est cohérent leur prix. Parce que plus la boîte évolue, plus du coup tu restes dans les locaux. Et ce qui fait que si tu restes dans les locaux, ça veut dire que ta boîte évolue. Donc tu es en capacité
forcément de payer plus, tu vois. Okay. Et donc après, putain, pour pas te dire de bêtises, je crois que 25 mètres carrés, donc internet, ménage, eau, il y a une douche, etc. Il y a une cuisine, etc. mise à disposition. Il y a des salles aussi mises à disposition parce que tu veux faire une conférence, tu as une salle de conférence. Tu veux faire un séminaire sur des ordinateurs, tu as une salle avec des ordinateurs. Donc vraiment, c'est full équipé, tu vois. Et donc aujourd'hui, tu vois, avant de partir, je crois qu'on était autour des 300 €, ce qui n'est pas grand-chose. Putain, c'est pas énorme non plus, hein. Franchement, pour la location de bureau, ouais, okay. C'est rien. Et tu vois, et c'est là-bas où on a pu faire des rencontres de dingue et créer cette fameuse première boîte qui s'appelait Processing Media. Et ouais, franchement, c'était un truc de ouf. Okay. Après, seul inconvénient, tu vois, et ça, c'est un projet sur lequel j'aimerais bien être sur 2025-2026, tu vois, avec justement le papa et la maman, c'est, tu vois, avoir un cowork, mais à Rouen pur centre. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, c'est tellement cool d'être proche du centre-ville, tu sais, en termes de relations, en termes d'événements, proche d'une gare. Proche de la gare aussi, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça. Proche de la gare, ça peut vraiment être un gros point fort. Et c'est vrai que quand tu vas à Lyon, on en parlait hors podcast tout à l'heure, on disait que c'est vrai que sur Paris, sur Lyon, toi qui viens de Lyon aussi, tu le sais, tu as vraiment des gros coworks. Nous, on a déjà bossé dans des coworks hyper costauds, tu vois. Et en une journée, tu fais du réseau de fou. Ouais, bah est-ce que tu connais le H7 ? Le H7, ouais, c'est une chaîne, c'est un peu. Il y en a dans plusieurs endroits, non ? Bon, je sais pas si c'est une chaîne. En tout cas, moi, je sais que par le biais de mon taf, si tu veux, j'ai été un petit peu formé sur le monde des startups à la banque. Incroyable. Si tu veux, pour intervenir sur le financement des startups. Et je me suis pas mal baladé au H7 parce qu'on avait quelqu'un qui était détaché du Crédit qui travaillait là-bas en fait au sein des startups. Donc voilà, pour imaginer un petit peu, c'est un bâtiment qui est vitré, très lumineux, où en fait il y a des bureaux qui sont les uns à la suite des autres. Et en fait, il y a des petites pancartes pour chaque boîte. Donc là, c'est même pas des bureaux fermés, c'est des bureaux ouverts. Et il y en a vraiment cowork pur et dur là. Cowork pur et dur. Ok. Et en fait, moi, quand j'allais là-bas, bon, je faisais des formations où j'intervenais pour des clients. Okay. Et quand j'avais du temps mort, en fait, je me baladais un petit peu au milieu des bureaux, etc. Et je posais du coup, alors là, c'est propre au monde des startups, mais c'est l'idée générale aussi du cowork. C'est que je me baladais et en fait, je posais pas mal de questions aux entrepreneurs en leur disant du coup qu'est-ce qu'ils aimaient un petit peu dans le cowork. Et ce qu'ils ressortaient tout le temps, c'était que déjà ils faisaient des rencontres, ils agrandissaient leur réseau, et que même aussi en parlant de leur business à des gens qui sont pas du tout de ce domaine, et ben en fait les gens en face posaient des questions qui sur le coup pouvaient être bêtes, bien sûr, sauf qu'en fait ça pouvait remettre en question leur business. Et ça leur permettait aussi de trouver des solutions à leur business. Sur ça, je surfe et c'est quand tu discutes. Nous, on a déjà fait une bonne dizaine de podcasts avec des entrepreneurs ou pas. Parce que je veux pas interviewer que des entrepreneurs parce que je trouve que tout le monde a une vision entrepreneuriale. Un commercial, pour moi, c'est un entrepreneur. Parce qu'il est seul, il doit aller chercher du business, il a sa perf, etc. Et c'est comme un business, tu vois. Et en fait, là, ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant parce que c'est la synthétisation de deux problématiques auxquelles sont liées la grande partie des entrepreneurs que j'ai interviewés, si ce n'est la plupart, du coup, c'est qu'en fait, un entrepreneur se sent seul, donc avoir un coworking, c'est génial pour rencontrer du monde, etc. Et deux, c'est confronter son produit à justement de potentiels clients ou au marché actuel. C'est ça le plus gros problème, c'est que je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écouteront aujourd'hui, etc., qui veulent lancer un projet, mais arrêtez de bosser, je le dis tout le temps, mais arrêtez de bosser des journées sur vos projets. Enfin, je veux dire, tu lances une coque, par exemple, je te dis un micro ou un ordinateur, bref, un objet pour un enfant, etc. Et va le tester. Fais une bêta, lance-le, regarde ce que ça donne, vois les retours clients. Tu vois, Yomi Denzel, il disait dans un podcast que j'écoutais avec Antoine Manco, les premiers clients, tu fais un discount de 50%. Mais tu t'en fiches, parce qu'au final, tu vois, tu réussis quand même à vendre ton produit. Certes, tu as vendu moins cher, mais tu testes, etc. Et c'est là où c'est insane. C'est le cowork, c'est un vrai bureau qui te permet de ne pas te sentir seul, de pouvoir justement faire des rencontres et tester tes produits, échanger sur tes produits. Et c'est comme ça qu'on a lancé PM Corp. C'est pas The Coworking dans lequel on était, c'était des beaux bureaux. Mais j'ai traversé la porte d'en face, j'ai été voir Eric et Thierry, j'ai parlé du business, ils m'ont dit on peut t'aider sur ça, on voit les choses comme ça, on a pris un peu de leurs idées, forcément, tu prends pas toutes les idées des autres. Mais le coworking, c'est une tuerie pour un jeune entrepreneur. C'est une tuerie. Et aujourd'hui, tu vois, les coworking, nous, l'idée, c'était de lancer quelque chose, tu vois, avec une centaine d'euros par mois pour les jeunes entrepreneurs. Rouennais, parce que tu n'as rien sur Rouen, où vraiment tu as l'écosystème startup.
Tu vois, cite-moi une boîte sur One qui a levé par exemple 10 millions. Voilà. Bah, moi je peux t'en citer par exemple, je sais que Spotit avait levé, je crois. Spotit c'était une belle boîte qui était d'ailleurs au Numérique Park de One et qui ont revendu une partie à des Américains. Et c'est c'est un super beau storytelling qu'ils ont eu, mais parce qu'aujourd'hui tu as des entrepreneurs qui lèvent. Mais tu n'en écoutes pas parler parce que l'écosystème startup n'est pas poussé sur ça. Et encore plus dans le petit comme ça. C'est ça. Ouais, pour info, il y a le chat qui est dans sa litière. Ça fait partie du direct. Voilà, ok. Et du coup, on bosse un petit peu sur cette interview. Donc j'ai vu que tu avais fait un petit passage, tu as fait un passage au Numérique Park. Et tu peux nous dire ce que tu as fait du coup juste avant en termes d'études? Oh là là, tu vas pas Je sais aussi ce que tu as fait. Tu vas pas aider aussi, ouais. Ouais, c'était compliqué. En vrai, de vrai, ça a été très compliqué l'école. Parce que j'ai perdu un proche en 2008. Okay. Et après ça a été compliqué parce que j'avais un peu décroché l'école, tu vois. J'étais jeune encore, hein, mais j'avais décroché, tu vois. Je faisais le cours en classe. Au collège, ça a été compliqué. J'étais renvoyé de mon collège. Ok. Ouais, j'avais une fiche de suivi. Oh, ça, c'est une belle anecdote. Tu vois, j'avais une fiche de suivi. Pour te dire, j'allais en fait à la fin de chaque cours et le prof, comme au commissariat, genre, il me donnait une note de 1 à 10 sur mon comportement et tout. À la fin de chaque cours, ouais, c'était chaud ça. T'étais dans le collège à Sainte-Thérèse, privé. Okay. Donc je suis pas la tête que j'avais, cette privée, il y avait ma tête en gros dans la salle des profs, tu vois. Genre Alexis, c'est limite le fichier, tu vois, à suivre dans la classe, tu vois, à séparer direct. Ça a été une galère de dingue. J'avais failli aller à Saint-Paul, à Rouen. Et en fait, non, j'ai fini mon collège. La prof, elle me disait de maths, Alexis, il faut que tu fasses un truc où ça bouge, quoi, sinon t'es cuit. Du coup, bac pro-vente. Ouais. Bac pro-vente, là, j'ai direct accroché. Mais ouais, un truc de ouf. J'avais un prof qui s'appelait Redouane. D'ailleurs, Redouane, je t'enverrai ce podcast et je suis sûr que t'es en train de l'écouter. Il kiffe les podcasts. Et c'est un prof maintenant qui est au Canada, qui a totalement changé du système éducatif. Il pouvait plus, tu vois. Et en fait, ça a carrément fité. J'étais avec Jérémy Yabouzélé, Mathis, enfin des potes, tu vois, qui sont encore des collègues dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, Jérémy Yabouzélé, son frère, c'est un joueur du Real Madrid. D'accord. Gershon Yabouzélé. Ok. Je sais pas si tu vois, il était à Coral et Torrent, un joueur de basket. Et donc, ouais, là, on a fait des cours en classe plus qu'autre chose. Ah, c'était vraiment compliqué à ce moment-là. Et donc, du coup, après, dernière année de bac pro, j'ai mon bac 20 en vente, 19 en égo, tu vois. Mais je me suis dit, en vrai, il faut que je fasse de la vente, tu vois, J'avais fait mon stage chez Arrêt Fenêtre, tu vois, peut-être Arrêt Fenêtre à Arrêt Bois, et d'autres stages TISI dans une bonne électricité, d'aménagement d'intérieur. Et après, du coup, par le biais du hasard, je me suis retrouvé en BTS NDRC, alors que j'avais été accepté en TC, en technique de commercialisation. Okay. Tu sais, en gros, c'est con, les BTS, c'est un peu le step 1, et le DUT, c'est un peu le level légèrement au-dessus. Après, t'as l'école de commerce. Enfin, tu vois, hiérarchiquement, en fait. Et je me suis dit, putain, si je vais en TC, je suis cuit. Je suis cuit parce que je vais décrocher régulièrement. Je pense que ça va être trop dur, trop compliqué. Ouais. Okay. Et BTS, du coup, je rentre en BTS. Fin de première année, du coup, Covid. Ouais. On lance la boîte fin de première année, la première boîte fin de première année. Et là, à ce moment-là, deuxième année, je crois que j'avais 400 heures d'absence. J'allais jamais en cours. Les profs, ils me tuaient. Mais j'étais vraiment. J'allais jamais en cours. Il y a des profs, ils prenaient ça, c'est trop cool. Oh putain, c'est un entrepreneur, ça fait kiffer. Et raconte toutes tes anecdotes de rendez-vous. Parce que tu sais, je prenais la voiture, j'allais à 4 heures de route et tout, tu vois. Vrai commercial, tu sais, comme moi, j'aimais trop. Tu sais, ma petite mallette. Vraiment, le commercial type, tu vois. Et alors que j'avais 18 ans, tu vois. Et donc là, ça n'a pas du tout fité avec certains profs, mais vraiment une galère de ouf, de fou malade. Et donc, à ce moment-là, la boîte, elle commence à faire ses premiers chiffres. On a des premiers contrats qui sont vraiment costauds pour notre âge. Tu vois, avec des recurring à 4, 5, 6 000 euros par mois. Il suffit que tu en signes 4 comme ça commence à être propre à 2, tu vois. Ouais. Et donc, à ce moment-là, le BTS a été une galère. Le BTS, j'étais à l'oral d'anglais, j'avais oublié de regarder le verso de la feuille. Après l'oral de négo, j'avais été à la négo, mais je vendais mon propre produit parce que mon stage, j'avais fait dans ma boîte. Ça, c'est aussi le gros point fort. Je dis pas qu'il faut lancer sa boîte et faire son stage dans sa boîte, mais tu sais, c'est trop cool. Tu fais ton stage dans ta boîte, ce qui permet de focus sur ton business. Et donc, ouais, le parcours scolaire, ça s'est fait comme ça. Donc, collège compliqué, bac pro, je me suis régalé. C'est pas parce qu'on a un bac pro qu'on se régale pas. Loin de là, c'est trop bien, les stages, etc. Et après, BTS. Je voulais le faire en alternance, mais tu sais, quand tu lances ta boîte, te mettre un contrat d'alternance direct dessus, même si tu sais, t'as des financements, c'est chaud, tu vois. Ouais, c'est vrai. Toi qui bosses un peu dans le milieu bancaire, t'as raison, on parlait hors cadre,
c'est le truc le plus important. C'est le nerf de la guerre. Ouais, on n'a pas voulu prendre de risques à ce niveau-là. Okay. Et donc après, j'ai fait un truc qui est hyper intéressant d'ailleurs, et j'aimerais bien te présenter Paco, qui est le diplôme d'étudiant entrepreneur à l'INSEC, enfin c'était à l'INSEC à l'époque à Lyon, c'est Lyon 3, l'université Lyon 3, ça s'appelle le D2E, ce qui permet du coup aux jeunes entrepreneurs qui ont un projet de développer leur projet grâce à un mentor qui leur est attribué à l'année. Et donc tout un tas de conférences et des bureaux qui leur sont mis à disposition. J'ai payé 120 € mon année, j'avais des bureaux, un monteur, et j'allais à Lyon quand je voulais aller à Lyon. Mais j'étais à Rouen. Ok. Ouais. Mais c'était pas obligé d'y aller tout le temps. Ça, c'est des conférences une fois par semaine que tu peux faire en visio. Ouais, et puis tu pouvais contacter, je suppose, ton mentor en visio, par téléphone, donc ça, c'était une tuerie. Le D2E, une tuerie. On a fait des rencontres, des mecs qui bossent sur des projets crypto, qui ont fait des sommes astronomiques. On avait à côté de nous... En fait, on était un peu le cul entre deux chaises, entre le mec qui lève, le mec qui commence son projet, et le mec qui lève fait parfois pas de chiffres. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais les levées, comment ça se passe. Des fois, le mec, il va te dire, je veux lever 1 million, mais tu fais combien de chiffre d'affaires? 0. T'en fais pas, tu vois. Et donc, nous, on faisait du chiffre, on était en train de se structurer, recruter un gars et tout. Et donc, à ce moment-là, on a été au D2E, mais c'était une tuerie, le D2E. Pour quelqu'un qui veut lancer un projet, le D2E, faut y aller. Et puis, une petite aparté aussi sur le monde des startups, pour y avoir travaillé rapidement. En fait, on ne sait jamais, quand on lève comme ça, on ne sait jamais qui doit intervenir pour les financements, etc. Après, nous, dans l'ordre logique des choses, après, c'est ce que la banque voulait, c'est que, bien évidemment, c'est que tu lèves déjà auprès de ta famille, tu lèves la love money, ce qu'on appelle, que tu lèves ensuite auprès des organismes d'État, notamment la BPI ou la région, des trucs comme ça, et que ensuite tu viennes voir la banque. Sauf que généralement, quand tu faisais ça dans cet ordre-là, souvent la banque, on était des fois boycottés et les gens allaient voir des business angels. Là, tu vois, j'ai eu un jeune qui s'appelle Gaspard Benoît, qui est un super entrepreneur qui a 17 ans. Il a fait le premier tour Love, monnaie, donc famille, je crois qu'il a fait 50-60. Okay. C'est propre. Hein. C'est joli. Ouais, c'est propre. Deuxième tour, là il est sur le deuxième tour, je crois qu'il prépare 1 million en Angel. Okay. Parce que la banque, c'est hyper compliqué de financer des projets. En fait, la banque, c'est génial, je trouve, pour une boîte qui est structurée. Ça va permettre un boost de ouf, mais je trouve que, tu vois, pour être franc, mais sur un start de business, je trouve ça... en tout cas, moi, si je devais choisir entre lever 1 million en banque et lever 1 million en Angel, je partirais sur un Angel. Parce que l'Angel va vraiment donner son temps, va vraiment donner un peu son réseau, etc. C'est deux choses différentes. C'est surtout que, si tu veux, en fait, en banque, on n'est pas du tout formé pour ça. On est formé pour même de la création, mais en fait sur des business classiques. Tu sais, de l'artisan. Pourquoi? Parce que ça, en fait, on a des comparatifs. Si tu veux, on sait qu'un artisan en moyenne va faire tant de chiffre d'affaires dans tel domaine. Alors que comme ça, quand c'est des startups, en fait, il faut avoir totalement un autre regard et c'est compliqué. Donc, et surtout, on n'a pas la formation pour ça. Non, franchement, c'est sûr. Et après, là, il prépare une levée. Je sais pas si tu connais, André, ça va te faire sourire. Il prépare une levée en crypto. Ok, sympa. Tu connais? En fait, si tu veux, c'est que le truc, ils se sont dit, ils connaissaient une boîte qui a fait ça, ils ont des 12 millions. Et là, ils se disent, écoute, je change mon token, que ce soit des investisseurs, que ce soit la famille, que ce soit X ou Y personnes, morale ou physique, parce que du coup, tu peux investir sous forme de société, mais ça c'est particulier, tu vois, comme en France, c'est assez réglementé. Et dans le monde entier, pas qu'en France, parce que généralement, quand tu fais une levée en Angel, c'est quand même un peu des Français qui vont s'intéresser au projet français. Après, même sauf si c'est un gros projet qui est, tu vois, insane. Et en fait, il fait ça en crypto. Okay. Le DIF token, ça s'appelait. DIF token. Et du coup, ça permet d'investir à l'international aussi. C'est ça. Ok. C'est ça. Parce que là, il a les premières propos d'un gars de Singapour qui lui avait dit je t'achète 10% de la boîte pour 200K. Enfin, il avait senti un attrait, tu vois. Donc lui, en fait, il lâche pas des parts. Du coup, c'est un peu un fonctionnement bizarre. Ça, c'est à se renseigner, mais c'est intéressant pour le mec qui, en 3e, 4e tour, comme tu disais, le premier, il faut faire la famille. Tu vois, vraiment Et après, le 2e, 3e, pour moi, c'est 2e Angel, 3e banque et 4e la crypto. Ouais, et franchement, 2e, faut aller voir aussi tous les organismes de l'État. Ouais, BPI et tout, c'est con. On ne sait pas, mais en fait, ils ont des personnes qui sont vachement calées, qui font que ça. Et des fois, tu peux les 50, 60, 200, ça reste des petits montants entre guillemets. 50, ça te fait un salaire à l'année, ou ça te finance un dev tech, tu vois, c'est con, mais c'est vrai, quand la BPI, nous, on a vu des échos, genre même, en vrai, tu fais une levée à 20-30, c'est con, hein.
mais 20-30 plus 20-30, ça fait déjà 60, tu vois. Et c'est propre de fou. Et tu passes par des financements publics, directement en public, tu vois. C'est ça. Donc après, derrière, tu as la garantie de l'État, etc. Tout un tas de choses importantes. Ok, donc on en sait un peu plus sur ton parcours scolaire. Du coup, ta boîte actuelle, PM Corp, qu'est-ce que. Voilà, tu l'expliques rapidement, du coup, mais vous avez démarré quand? Comment vous avez eu l'idée de créer le business? Qu'est-ce que vous faites là à l'heure actuelle? Tu parlais aussi en off de tes recrutements, donc du coup, tu gères du personnel. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Alors, pour te dire, en fait, Processing Media, donc la première boîte, pour contextualiser les choses, Processing Media, la première boîte, c'était d'aider les entreprises de l'habitat à performer grâce à la génération de leads. Donc en gros, toi, tu es une entreprise de l'habitat, je te démarche, je te dis, écoute, je vais te mettre en place des systèmes pour que tu aies plus de business, plus de prospects pour tes commerciaux, etc. Voilà. Ok, ça, je suis une agence IMO par exemple. Exactement, je te disais, je vais te chercher plus de business, etc. On bossait essentiellement avec, tu sais, tout ce qui est isolation des comptes, pompe à chaleur, enveloppe énergétique, ça cartonnait. Et ça cartonnait. Toi, tu étais une boîte où tu avais par exemple des commerciaux qui vendaient des pompes à chaleur à 1 €. Nous, on faisait de la publicité sur les réseaux, on te vendait le lead. Donc typiquement, Isabelle qui veut rénover sa pompe à chaleur, bam, toi, tu essayes, tu prends Isabelle, tu l'appelles, tac. Et derrière, tu signes un chantier à 15-20 000 €. Donc, ce qui nous permettait d'avoir notre client qui vendait un panier moyen à 15K, et nous, on pouvait se permettre de vendre la ligne à 100 balles, tu vois. D'accord. Tu vendais 50 lignes, tu faisais des chiffres de fou. Et pour capter justement ta ligne, tu fais quoi? Tu avais des stratégies d'acquisition sur Facebook, sur Instagram, on faisait de la publicité, on qualifiait par des messages, ce genre de choses, et derrière, on revendait la ligne. Donc ça a super bien marché, et à un moment donné, tu sais... je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai eu des deals avec des grands comptes qui n'ont pas été au bout, mais ça a été compliqué mentalement. Vraiment, tu vois, genre, tu sais, à 18-19 ans, c'est compliqué de dire, vas-y, tu sais, tu viens claquer un deal à 70 000 pour ta boîte, tu sais, ça fait chier quand même, tu vois, tu penses un peu à plus tard, tu te dis, putain, c'est compliqué mentalement, indirectement. Et donc à ce moment-là, j'ai un papa, moi, qui bosse dans l'IMO depuis un certain temps maintenant. Et je dis à Mathieu, putain, mais l'IMO... putain, t'as 160 000 conseillers IMO dans toute la France. Tu sais, des fois sur Rouen, ils sont rien que 40 à se partager un secteur. Sur le 3e arrondissement à Lyon, il doit être 60 pour le 3e, tu vois. Je me dis, mais comment ils peuvent se dire différencier des autres, tu vois? Comment aujourd'hui on pourrait réussir à accompagner ces agents immobiliers? Et en fait, il y avait deux options. Soit tu le fais pour eux, et tu retombes dans la matrix que tu le fais pour eux, soit tu leur apprends à le faire. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et en fait, leur apprendre à le faire, ça a été la solution principale. Et c'est là où on s'est dit avec Matt, let's go, on lance une formation. Et là, tu vas halluciner parce qu'il y a une vraie histoire sur ça aussi. On lance une formation et on voit ce que ça donne. Parce que nous, on est partisans de lancer et on améliore. Je comprends pas aujourd'hui les gens qui... Je réinsiste sur ça, mais je comprends pas les gens qui bossent 6 ans sur un business model, un business plan et tout. Putain, vas-y, lance ton truc. Tu vois, ça se casse la gueule, bah écoute, ça se casse la gueule. On dit fait vaut mieux que parfait. Voilà, c'est ça, mais au moins c'est fait. Tu vois, genre, arrêtez de repousser demain, c'est demain dans 6 mois, demain dans 1 an, demain, ou c'est quand, tu vois. On a lancé, j'en ai parlé avec mon papa, tiens, toi, si je commercialise comme ça, t'en penses quoi, etc. Il me dit, ouais, putain, ça va matcher, il va avoir une traction, tu vois. On fait un premier webinaire. Pour ceux qui ne savent pas, un webinaire, c'est une conférence en ligne. On fait de la publicité, notre objectif c'est de ramener un maximum de monde sur la conférence en ligne, dans cette conférence en ligne, on va vendre notre produit. On fait la conférence, on vendait le produit à 297 €. D'accord, la formation. Ça s'est vendu. Okay. On a fait x3, on a investi en gros 1000 balles, on a fait 3000. Putain, tu sais, là, ça tilt, tu vois, ça tilt. Je vois ton sourire, peut-être tu te dis dans ta tête, t'es entrepreneur, ça tilt. À ce moment-là, bah, on en refait une, ça marche. Je regarde mal, je dis putain, bien, on vend à 699. Il me dit ok, poum, pareil, même retour sur investissement. Ça match encore. À ce moment-là, je regarde et tout, je dis putain, mais il y a Eric Laramendi en face, donc au numérique par de Rouen, et je sais qu'il fait du financement. Il fait du financement OPCO, AGFIS et CPF. Pour ceux qui ne savent pas, c'est permettre à nos clients de financer leur formation totalement pour que justement ils aient accès à notre formation. Je me dis, mais attends, viens, on va voir Eric, on regarde ce qu'on peut faire avec Eric. Et s'il peut nous propulser sur le CPF et sur les OPCO, les AGFIS, on le fait avec Eric. Et Eric, il me dit, ouais, bah écoute, c'est autorisé par la loi, parce que maintenant c'est très réglementé ça, c'est autorisé par la loi, donc ça c'est en 2020.
Et il me dit, écoute, on peut justement financer vos formations. Tu vois, on a fait un contrat, vraiment des trucs hyper quali, parce que je savais qu'en s'orientant sur des marchés publics, tu es obligé, et encore plus maintenant parce qu'on a le recul, obligé d'être structuré. Ne va pas sur un marché public si tu n'es pas structuré, je t'en supplie. Tu vois, c'est lui qui m'écoute, qui va sur un marché public qui n'est pas structuré, tu vas avoir des emmerdes avec tes collaborateurs, etc. Ça peut être une galère monstrueuse et te mettre dans la merde parce que tu n'as pas été structuré. Nous, on s'est dit, Eric, on fait les choses correctement. Et c'est Eric, qui a une 50aine d'années, qui nous a dit, les gars, je ne vais pas faire les choses à mi-temps, tu vois, en gros, si on fait les choses, on les fait correctement. Il nous propulse vers un match, je dis, je peux pas, on a à 699, c'est pas possible, Matt. Je dis 999. On ajoute 2-3 modules, c'est quand même pour un argument commercial. Puis c'est un coup aussi de s'inscrire au CPF, non? Eh ben, non. Pas forcément. Non. Okay. Parce qu'à l'époque, si tu veux, t'avais pas de. C'était pas réglementé à ce point. Okay. Tu vois, c'était pas réglementé. Donc je dis pas qu'on a surfé sur cette vague-là. Je dis juste qu'aujourd'hui, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Et tu verras maintenant la structuration de la boîte qui te fera comprendre que c'est un moyen, le CPF. Parce que quelqu'un qui nous rejoint aujourd'hui, qu'il ait 10 000 € sur CPF ou pas, si pour nous il ne matche pas, il vient pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement réglementé, tu as des justificatifs, tu as des heures de formation. Nous, on a toute une équipe sur ça, Customer Success, de personnes qui accompagnent le membre. Et donc, pour revenir, 999, on fait la conférence. Donc là, un autre système, du coup, parce que tu es obligé de créer un dossier. Donc, tu sais, à la fin de la conférence, on ne vendait pas direct. On faisait un rendez-vous. Là, je prends les rendez-vous. Je te montrerai mon agenda hors câble. C'était 15 rendez-vous jour. Tu vois. On tapait dedans comme des malades mentales. Et du coup, ce qui fait que 999, ça a super bien fité. J'ai recruté Paulin, un gars qui était avec moi en BTS, qui est toujours avec nous maintenant, et qui nous a rejoint. Et je lui ai dit, Paulin, il faut que tu closes, etc. pour nous. Il a dit, let's do it. Il avait fait une saison sur une plage dans le sud, à Saint-Trope, et il avait fait tous ses stages chez Alicer, du Crédit Agricole. Okay. Chez Alicer, en gros, et à Lille, on en parle toujours maintenant, ça faisait rire, parce que moi je disais toujours à Paulin, viens, et à Lille disait, viens chez nous, tu vois. Donc, mais à Lille, après, forcément, lui, il avait d'autres perspectives aussi, parce que c'était le directeur de l'agence. Et donc, à ce moment-là, Paulin nous rejoint. On a commencé à recruter, ça s'est bien passé, mais j'ai eu un turnover rapide, tu vois, par manque de process, je pense, d'intégration, par manque de process de suivi de nos équipes commerciales, tu vois, par manque de structure aussi. Et donc après, à ce moment-là, 999, on est passé à 1250, on est passé à 1997, on est passé à 2250, et là on voit un 3K. Là, on voit un 3K. Ok. Et est-ce que tu peux détailler rapidement aussi le contenu de la formation? Ouais, bien sûr. Non, aucun souci. Ouais, donc aujourd'hui, l'idée, comme je te disais, c'était vraiment d'accompagner les conseillers immobiliers à performer, les agents immobiliers à performer grâce à un accompagnement, tu vois, qui est du coup sur ta première question, qui sort sur la première question, le partage. Parce que l'accompagnement, c'est aussi comme le partage, tu vois, c'est vraiment partager tout ce qu'on sait, on partage aux agents immobiliers. Et donc à ce moment-là, on partage, on a créé le programme. Le programme repose une partie digitale, une partie rénovation immobilière, parce qu'un agent immobilier doit savoir chiffrer des travaux, doit savoir estimer une baraque aussi. Enfin, une estimation, ça se fait pas. Tiens, d'ailleurs, elle est belle ta maison, mais ça se fait pas genre en mode ouais, tiens, ça vaut 300 000. Ah non, t'es obligé de regarder la pompe à chaleur, t'es obligé de regarder l'état du sol, l'état des murs, l'état des baies vitrées, l'état des menuiseries. Enfin, t'es obligé, tu vois. Enfin, et on s'est dit, ouais, ok, donc le programme d'accompagnement PM Corp aujourd'hui dans l'immobilier, donc PMIMO, il s'appelle le programme, c'est 1, la partie digitale, 2, la partie rénovation, 3, la partie homestaging. Ce qui permet au conseiller immobilier de 1, être performant aujourd'hui grâce à la partie digitale, 2, sur le terrain, savoir performer grâce à la réno, IMO, et 3, l'homestaging, le design d'intérieur, parce que quand tu as un DPE qui est G, tu fais de l'investissement, tu sais ce que c'est un petit perso, quand tu as un DPE qui est pourri, ça fait pas trop envie d'acheter un DPE pourri, tu vois, donc homestaging, tac, ils apprennent à faire des plans 3D, et on est sur une statistique aujourd'hui en France que 40% des acheteurs arrivent mieux à se projeter grâce à du plan 3D en France, donc ce qui fait qu'on a surfé sur ça. Et donc aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 600 personnes. Et le programme repose, comme je disais, sur 1, le digital, 2, la réno et 3, le homestaging. Okay. Et donc 80% du digital, je te cache pas. Donc on est vraiment sur la stratégie, on n'apprend pas à poster pour poster sur les réseaux, on est vraiment sur la performance stratégique. Parce que le groupe, comme je te le disais au début du podcast, c'est le retour sur investissement quantitatif ou qualitatif. Moi, je m'en tape qu'aujourd'hui, le mec soit content, je veux qu'il ait du retour sur investissement. C'est trop important. Parce que tu as trop de formations, ils te disent que tu vas faire 10 000 €, mais tu as peanuts à la fin.
Nous, on accompagne sur la performance avec 3 coachings par semaine, une plateforme de formation, le WhatsApp de mon associé et de notre équipe de Customer Success. Quand il y a une question, les gens peuvent poser leurs questions, ils ont leurs réponses. Et donc c'est comme ça qu'aujourd'hui le groupe PM Corp a 2 programmes. Un sur la partie agent immobilier qui s'appelle PMIMO et 2 sur la partie du coup design d'intérieur où là c'est un nouveau programme qu'on a lancé, même problématique que les agents immobiliers, sauf que c'est à l'inverse. Aujourd'hui tu as beaucoup d'agents immobiliers pour très peu d'acheteurs et d'acquéreurs, sauf que dans le monde du design d'intérieur tu as très peu de designers d'intérieur pour énormément de demandes, c'est 2 pour 100 000. Est-ce que tu savais que les moyennes en France, dans 80% des départements en France, tu as 2 designers d'intérieur pour 100 000 habitants. Donc on a lancé ce programme en design d'intérieur qui repose aussi sur 3 points. La partie du coup théorique, apprendre le métier de designer d'intérieur grâce à des formateurs hyper calés dans ce domaine. La partie du coup délivrabilité, aller chercher des clients, création d'offres, etc. Donc 2 programmes différents, mais la finalité est la même, c'est avoir du business et avoir du retour sur investissement. Et aujourd'hui on compte une quinzaine de collaborateurs dans la boîte. Ok, bah c'est ce que justement j'allais partir là-dessus. Parce que du coup, tu as des formateurs, tu as des vendeurs. Ouais, c'est ça. Déjà, les instructeurs formateurs, enfin, c'est des salariés, non, c'est des. C'est que des prestataires. Okay, généralement, dans 90% des cas, même 99% des cas, ils bossent pour d'autres personnes à côté parce que c'est des indépendants et je respecte le choix des indépendants. De vraiment être en autonomie, de pouvoir gérer leur planning, etc. Ça me fait kiffer d'avoir des gens qui kiffent. Tu vois, c'est con, mais moi, mes équipes, c'est ma priorité principale. Tu vois, aujourd'hui, j'ai pas le plus gros salaire de la boîte, j'ai pas, les meilleurs horaires de la boîte, mais le fait que mes collègues de boîte ils kiffent, laisse tomber. Ah ouais, moi, ça me fait trop. Enfin, tu vois, j'ai des mamans de famille, j'ai 2 mamans de famille, j'ai des gars qui vont être papa. Enfin, tu vois, ça, c'est trop une réussite pour moi de me dire en vrai, il y a des gens qui bossent avec moi, qui gagnent leur vie grâce à ça, tu vois. Et j'ai un mec qui est parti vivre à Bangkok, j'ai un mec qui est parti vivre à Madère et tout. Et ça, c'est trop bien. Genre partager des moments comme ça, etc. Et tu sais, être un peu à 22 ans le papa de ces personnes-là indirectement dans la boîte, ça me fait trop kiffer. C'est gratifiant. Ouais, c'est trop cool. Et ils me font avancer aussi parce qu'ils ont une expérience de dingue. Donc sur la partie commerciale, aujourd'hui, on a une dizaine de personnes qui s'occupent de la téléprospection et de la vente de nos programmes. Et après, c'est mon associé. On a bien réparti les boîtes aussi, enfin les rôles dans la boîte. Moi, je gère toute la partie commerciale. Et mon associé aujourd'hui, sans qui le projet n'aurait jamais vu le jour aussi, gère toute la partie marketing et délivrabilité. Donc moi, l'idée, je te fais un peu une schématisation qui me fait tout le temps rire, mais en gros, moi, je mets le steak dans la poêle, je le fais chauffer, et puis en fait, mes commerciaux le mettent dans l'assiette, tu vois, de l'équipe à Mathéo. Donc 2 rôles bien distincts parce que le mec qui sait faire cuire un steak ne sait pas forcément le déguster ou ne sait pas forcément le présenter, tu vois. Et quelqu'un qui déguste un steak ne sait pas forcément le faire cuire, tu vois. Et donc c'est un peu cette schématisation-là que chacun a son rôle dans la boîte et ce qui fait qu'aujourd'hui on est une équipe de malades mentales. Et tu as des formateurs aussi. Et ouais, j'ai des formateurs, des coachs. On est parti du principe qu'aujourd'hui c'est comme un peu dans une boîte, chacun est expert dans son domaine. Donc aujourd'hui on a Damien qui est coach juridique, on a James qui est coach en photo, on a tout un tas de coachs en fait dans des domaines bien précis. Pareil, dans le design d'intérieur, on s'est dit, mais moi je sais pas faire plan 3D, mais je sais qu'il y a un besoin. Et en fait, je me suis dit, let's go, tu vois, je vais créer vraiment un programme fait par des pros pour des pros. Et donc j'ai été chercher les meilleurs designers d'intérieur de la région. Ouais, comment tu débauches justement ces formateurs? En fait, je sais pas si c'est un peu, tu sais, un talent, mais si tu veux, je vends tellement la vision de la boîte que les gens qui rentrent chez nous disent putain mais c'est incroyable, tu vois. Ils vont à cet endroit-là, je monte dans le navire, ils vont m'emmener et je fais mon rôle dans le navire, je suis au moteur, à la coque, à la voile, peu importe. Ils vont pas changer de cap. Tu vois, ils vont à cet endroit-là et c'est notre vision dans la boîte qui est ultra importante. Et donc à chaque fois ces gens-là, je leur dis écoute, nous aujourd'hui on a un programme de formation, toi tu fais du design intérieur, est-ce que ça te dirait de venir coacher chez nous? Et si tu viens coacher chez nous, c'est trop cool parce que du coup, tu pourras développer ton réseau, développer tes capacités. C'est une rémunération aussi parce que tout travail mérite salaire forcément. Et donc à ce niveau-là, ouais, on a des coachs qui sont extraordinaires aujourd'hui. Ouais. Je pense à Mina qui est sur la partie design intérieur. Matt, lui, étant donné que ses capacités premières, c'est vraiment le marketing, la performance, la stratégie marketing. Il fait des formations aussi. Il est coach. Puis moi, je suis coach sur la partie rénovation IMO. Parce que j'ai le papa qui marche en bien depuis pas mal de temps maintenant.
Donc ouais, je coach moi sur cette partie-là avec le papa. Et après, on a des coachs vraiment spécifiques dans chaque domaine d'activité. Ouais. Okay. C'est une force aussi, tu vois. T'es membre, mets-toi la position de mon membre, enfin d'un membre de PM Corp. Tu sais que t'as une question, t'as un expert qui va te répondre. Enfin, tu vois, c'est pas un gars qui va être borderline, qui va pas savoir trop de quoi il parle. Comme grand nombre de programmes, tu vois. Parce qu'on en a acheté des formations avec Matt, mon associé, des quantités assez importantes, tu vois. Et on a toujours ressorti que tu rentres dans le programme, c'est bien pour les débutants, mais quand tu veux passer un step et tu as des questions précises, les mecs ils sont à la rue, tu vois. Nous, ça nous coûte quelque chose d'important dans la boîte, en termes de chiffres, enfin en termes d'investissement, c'est un investissement. Mais derrière, ça permet au monde d'avoir une qualité de réponse, tu vois. Okay. Et pour moi, c'est trop important. Et tu peux pas être bon n'importe où. En vrai, c'est frustrant. On a chacun ses domaines. Ouais, c'est chacun ses domaines. Et du coup, tu as lancé dans le premier temps, on va dire, pour les agents immobiliers. Ouais. Donc ça, le programme s'est installé, il marche plutôt bien, c'est ça. Ouais. Et là, le nouveau lancement, il y a combien de temps déjà En vrai, de vrai, c'est une super question, parce que c'est la première fois que j'en parle avec quelqu'un d'extérieur. Ça a été lancé le 28 janvier. Ah, c'est toi ça. Ouais, c'est tout récent. On a fait la première conf le 28 janvier, donc comme tout produit qui se respecte et tout entrepreneur qui se respecte, moi je me suis dit, je vais pas mettre mes équipes dessus. Parce que mes équipes, elles sont en place, elles tournent sur l'IMO. Le design intérieur, ça n'a rien à voir, c'est pas le même profil de client, etc. Matt lance, je close, comme à l'époque. Okay. Donc là, on a repris un peu les sensations. Tu sais, quand tu reprends un truc que tu n'as pas fait depuis longtemps, bah forcément, tu sais, c'est comme si tu vas skier et que tu n'as pas skié depuis 2 ans, tu vois. T'oublies pas, mais le temps de se relancer, tu vois, la première descente, t'es un peu en mode, putain, vas-y, c'est un peu chaud, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Et donc là, premier rendez-vous, trop cool, etc. On a été rentable sur le premier, du 28. Donc l'idée, c'est de lancer et de sentir s'il y avait une traction. Rentable, on a sorti 300 leads, ça s'est super bien passé, il y avait 80 personnes de présentes sur le webinaire en direct. On a fait les chiffres qu'on devait faire pour être BE, pour être break-even minimum. On était un peu plus que break-even, puis on était rentable. Donc ça, c'est cool. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé instantanément derrière ? Ce que je te dis, et je pense que les gens l'écoutent, c'est moi, je kiffe trop recruter, partager des moments avec mes équipes. Tu vois, genre, pour moi, c'est le plus important. Vraiment, genre, on délivre super bien parce que Mathéo délivre. Et pour lui, en fait, moi, comment je vois mes équipes, lui, en fait, il voit les membres comme moi, je vois mes équipes. Ce qui fait que lui, il chouchoute les membres. L'objectif, c'est de les faire avancer et tout. Et franchement, c'est génial, tu vois. Mais du coup, on a fait les premières entrées, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, on a recruté du coup 3 personnes en plus, Emilia, Charlotte et Alex. Petit coucou à vous si vous nous écoutez. Et en 1 semaine, avec nos process, ils ont été prêts à partir au combat. Les premiers rendez-vous d'Alex, c'était la semaine dernière, vendredi dernier, pour te dire. Les premiers rendez-vous d'Emilia sont aujourd'hui. D'ailleurs, je suis sûr que si je retourne au téléphone qui est sur cette table, j'ai un message d'Emilia. Et après, Charlotte, elle a attaqué vendredi aussi. Et j'ai 3 pépites. 3 cracks. Ouais, j'ai 3 cracks. Qui ont la même vision que nous, qui ont envie de se casser les dents, parce qu'ils savent qu'ils vont se casser les dents. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller chercher des designers d'intérieur, en place ou pas en place, ou en cours, justement, de reconversion pro, pour les faire performer. Parce que nous, aujourd'hui, on sait que maîtriser le design d'intérieur, c'est bien. Mais avoir des clients, c'est le plus important. T'avouer le meilleur si t'as pas de. Je vais te faire une schématisation simple, efficace, et tu vas rire, j'en suis sûr, et ceux qui vont nous écouter vont rire. C'est que t'as bien beau savoir jongler et faire 350 jongles au foot, mais si tu sais pas planter de but, et pas faire une passe et pas marquer de but, t'es une brêle, et ça sert à rien. Mais c'est dans tous les sports. Tu vois, t'as des mecs qui savent de dribbler de la main gauche et de la main droite. Et si tu sais pas marquer, oui, tu vois, c'est comme tout. Et en fait, dans n'importe quel domaine, on part de ce principe-là. C'est que le designer d'intérieur, il a bien beau maîtriser le design d'intérieur et les matériaux, mais va taper du client, bordel. Tu sais, va choper du client, lance tes offres, crée tes produits, crée tes offres et tape du client, tu vois. Et nous, on va être là pour t'accompagner à taper du client. Et c'est trop important. N'importe quel entrepreneur aujourd'hui doit taper dedans, tu vois. C'est dur, c'est frustrant. Et sinon, ouais, c'est vrai. Et tu vois, c'est Elon Musk, il avait donné une conférence à Harvard pendant 30 minutes. Harvard avait payé une somme astronomique. Et Elon Musk, pendant 30 minutes, il a dit entrepreneuriat, c'est dur. Mais c'est pas une blague, c'est ultra, ultra dur. Il n'y a rien de facile. Mais il faut confronter ses idées à des clients, il faut se lancer. Et ça repose sur un fait de putain, mais t'as une idée, fais-toi, lance-toi, ça va marcher. Mais au début, ça sera compliqué. Ça va marcher, faut toujours essayer. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi, donc fais-le, tu vois. Et puis j'avais envie de te dire, tu vois, vision de l'autre point de vue.
Ça marche, tant mieux, ça marche pas, bah tant pis en fait. Si t'as pas mis des milliers d'euros dedans, tu les comprends plus pour de toute façon. Et ouais, t'as tout résumé. Mais si tu te lances dedans, que du coup tu quittes ton job pour faire ça, tu verras dans le podcast, en fait, il y a quelqu'un qui fait ça, en fait, qui accompagne des créateurs d'entreprise. Là, tu peux toucher, si tu veux, le chômage pour créer ton entreprise. Et même si tu n'as pas ça, et ben derrière tu te plantes, et ben tu retournes chercher un job. C'est ça. Moi tu vois, je vais très souvent à Dubaï, au Moyen-Orient, parce que je tombe amoureux de cette ville, de par cette vision aussi des grandeurs des choses. Tout est possible, tout est réalisable là-bas. Et t'es un Playmobil dans la ville. Enfin, t'es un tout petit bonhomme. Ouais, t'es tout petit, t'es rien. Tu sais, aujourd'hui à Rouen, c'est cool, tes potes te disent t'entreprends. Mais va voir ce qui se passe ailleurs, mon pote. T'es nul. Tu sais, tu te dis t'es nul, tu vois. C'est à ce moment-là, je me dis, bah ouais, t'es rien, tu vois. Et ça te remet en question, ça te dit, allez, il faut taper dedans pour peut-être un jour pouvoir, tu vois, avoir un meilleur niveau de vie, un meilleur train de vie, etc., tu vois. Mais ça repose sur ce fait que si tu te lances, bah ça va marcher, ça marche, let's go, tout le monde t'applaudira. Mais ça marche pas. Et David Broman, un mec que j'ai rencontré à Paris, il a dit, tu sais, il y a quelque chose qui est très triste en France, très très triste. C'est que les gens, quand tu lances quelque chose, qui te diront non, machin, c'est pas bien, c'est de la merde, etc., ces mêmes personnes-là, quand tu signeras tes premiers clients, quand tu feras craquer ta boîte dans tous les sens et ça communiquera partout sur ta boîte, bravo, j'avais raison, je savais que tu allais réussir. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est la mentalité FR. J'ai rien contre cette mentalité-là. On est beaucoup à la constater. On la constate. Mais il y en a beaucoup qui font pas en sorte aussi de la changer. Et moi, c'est un vrai souhait aujourd'hui de pouvoir. Je dis pas que je vais révolutionner ça parce que c'est impossible. En vrai, c'est impossible. Parce que ça part sur l'éducation, etc. aussi des jeunes. Mais j'ai vraiment envie d'impacter les gens pour leur dire que tout est possible. Que tu sois petit, grand, gros, maigre, que tu sois salarié, que tu n'en puisses plus, que tu sois près du burn-out, tout est possible. Tout est possible. Et en fait, si tu veux, c'est cette schématisation-là qui nous fait aujourd'hui grandir, je pense, et avoir un peu plus de maturité que d'autres, parce qu'on lance, on s'est pris des claques, il n'y a rien qui a été facile, tu vois, il y en a beaucoup qui voient le joli iceberg, tu vois, la surface, tu vois ce que je veux dire, tu vois pas ce qu'il y a dessous, dessous, tu vois pas ce qui se passe dessous. Ça se trouve, il y a un rocher pointu qui peut t'éclater la tête, tu vois. Et c'est ça aujourd'hui qui fait la force, je pense. Ok, donc tu vas vous éclater avec ton associé dans votre boîte actuelle. Ouais. J'ai vu du coup sur tes réseaux que tu faisais la promotion, alors je pense que c'est la boîte de ton père du coup, Manalex. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une boîte familiale. Qui fait du marchand. Ouais. Et j'ai vu aussi un petit peu de clé en main, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est. Tu vois, moi je fais des OP à titre perso. Ce qui me permet du coup d'avoir des OP immobilières grâce au papa. Donc mon papa, lui, sa spécialité aujourd'hui, c'est à titre perso. Attention, c'est vraiment investir, rénover et revendre. Okay. Tu vois, ça c'est vraiment des OP qu'il fait lui. Mais forcément, des fois, quelque chose qu'il revend, on s'est dit pourquoi pas commercialiser, parce qu'un marchand bien peut commercialiser. Et donc, mon papa a créé Manalex, mais pas du tout sur la partie digitale, tu vois. Enfin, un ancien maçon. Hein. Lui, il faisait ses OP tout seul avant. Tu vois, à l'ancienne, ses OP tout seul, il disait rien à personne. Et donc, un jour, une première demande. Salut Didier, est-ce que tu pourrais me filer un coup de main? J'aimerais bien investir dans un appart, etc. Mais tu vois, vraiment pas en mode conseil en investissement. Vraiment en mode file-moi un coup de main, t'es une OP, tu me dis ce qu'il faut faire et je le fais, tu vois. Okay. Comme ça, une première, deuxième, troisième. Et aujourd'hui, la boîte est partie comme ça. C'est extraordinaire. Mon papa, j'ai un respect pour lui, mais t'imagines même pas. Genre, le mec, il était maçon. Oh, les doigts, tu sais, tu vois les doigts de maçon. Tu vois de quoi je parle. Genre, tes doigts, mais tu lui donnais pas un iPhone avant. En vrai, impossible de publier quelque chose sur Facebook. Et là, maintenant, ce qu'il est capable de faire, c'est énorme. Et puis surtout, marchand bien, du coup, lui était maçon, donc au niveau du chiffrage des travaux, toutes ces choses-là, c'est complètement aidé. Bah oui, tu sais, quand tu... Et du coup, il a pris une carte de transaction à côté avec un ami à lui, qui a du coup conseillé, diplômé de notaire, etc. Et du coup, aujourd'hui, ça lui permet de faire de la transac aussi. Et c'est insane, parce que les gens l'appellent aujourd'hui pour lui dire, Didier, j'ai besoin que tu gères mes travaux. Parce que le papa, il a le réseau d'artisans derrière. Okay. Tu vois, il sait ce que ça va coûter concrètement, etc. Et ce qui m'a permis, moi, de faire une OP, où en gros, je sais comment j'achète, je sais comment je rénove, et je sais comment ça se revend. Tu fais une OP à titre perso? J'en ai clôturé une, à titre perso. À titre perso, ouais. Après, si tu veux parler des chiffres, mieux, si tu veux pas en parler. C'est quoi l'OP? Je m'en tape, non, j'en ai rien à foutre. C'est quoi un appart, tu me disais? Ouais, c'est un appart au coteau. Ouais. Le papa avait acheté un immeuble. Là où il y a nos bureaux, tu sais, le Polimo, en bas, tu vois, en face de la gare. D'ailleurs, il a racheté l'hôtel des 10.
J'ai vu, on en parlera plus tard. Très très longtemps. Ouais, et ça faisait longtemps qu'il était en Bretagne. Mais je sais que tu t'as pourquoi. Ça va pas fitter avec d'autres, parce qu'on a discuté aussi avec d'autres du coup qui voulaient potentiellement l'acheter. Et tu verras, parce que niveau travaux, c'était. Il y a du long. Insane. Et donc, premier OP, je dis à papa, bah écoute, ouais, j'aimerais bien investir, je vais voir mon banquier, d'ailleurs Crédit Mut, qui m'a accompagné sur ça. Mon banquier, d'ailleurs, je fais coucou parce qu'il m'a carrément aidé sur cet aspect-là, tu vois. Un banquier, il faut aussi le préciser, c'est pas que le mec qui sort le cash, tu vois. Pas le mec qui dépanne l'argent, en gros, parce que nous les jeunes, on a trop cette idée, t'as besoin d'argent, tu vas voir le banquier, et rideau, tu vois. Non, arrêtez, tu vois. C'est un mec qui va t'aider parce qu'il a 600 clients ou 500 clients, et il a un recul de ouf sur tout ce qui se passe. Et c'est tellement important, même avoir l'avis d'un banquier, c'est trop important. Donc là, Jean-François, il m'a carrément aidé. Premier OP, donc achat, j'ai acheté en tout avec travaux, je crois que j'ai dû avoir 85. Ok, travaux, frais de notaire, ouais, tout global. T3, T4 2 chambres. T3, ouais, 2 chambres. Et j'avais un vrai souhait, parce que je savais que sur cet aspect-là, c'était un jeune qui allait acheter. Et j'allais faire ultra moderne. Okay. Ultra moderne. Genre j'ai un pan qui est tout en noir, un mur tout en noir, etc. Tu sais, on avait fait les faux plafonds. Ouais. Tu vois, avec des LED, etc. Ouais, un peu esprit Dubaï, tu vois, parce que vu qu'on y va souvent, je m'étais dit, je veux un truc où le jeune il rentre dedans et il fait waouh, tu vois. Donc dans ce OP, bah, forcément, RP, t'as des lois qui t'obligent à rester un minimum dedans, donc je suis resté 7-8 mois, je crois, dedans. Ok. Ouais, je suis resté 7-8 mois dedans, j'avais un crédit qui était à 300 et des boîtes euros, j'avais fait un apport, tu vois, donc en vrai, belle OP, donc 85 global. Puis là, au bout de 6-7 mois, en revenant de Dubaï, je dis ouais, putain, viens, je la mets en vente. 105. Un jeune, il rentre dedans. Rien. L'offre, elle était présente le soir sur la table. 105, il a acheté. Petit PV, le lit. Ouais, plus-value tranquille. Et puis voilà, après, c'est sans papa, j'aurais jamais pu faire ça. Parce que j'aurais pas acheté au bon prix, j'aurais pas su quoi faire comme travaux, je sais pas ce que ça m'aurait coûté. Et aujourd'hui, quand tu le sais très bien, quand tu lances dans les travaux, si t'es pas aidé et accompagné, tu risques de bouffer une claque. Surtout, j'ai envie de te dire, sur notre secteur à nous, secteur rouennais, parce qu'on est sur un prix au mètre carré qui est pas cher. Ouais. Donc en fait, pour faire simple, les apparts sur le secteur, on est entre 1003 et 1005, c'est le moyen, entre 1003 et 1005 en fonction du produit. Tu achètes ton produit 1000 balles du mètre carré, derrière tu fais 800 € du mètre carré de travaux, donc 1800, et derrière on va dire non, tu peux le vendre que 1005. Donc tu vois, très compliqué aussi. C'est ça, puis il faut toujours se méfier, tu sais, sur tout ce qui est copro. Parce que tu vois, une copro aujourd'hui, il y en a des jeunes qui achètent et ils savent pas qu'ils ont signé la façade extérieure pour l'année prochaine. Et attention là, hein, on peut parler des fois de 10 000, hein, tu vois. Et ça peut te mettre une cartouche dans le pied, mais laisse tomber. Hein. Encore plus à l'heure actuelle où t'as pas mal de copros qui sont en DPE éclatés, et du F ou du G. Ouais, des bâtiments 1900, 1800, c'est ça. Et du coup, tu refais les façades extérieures pour qu'elles soient plus jolies et pour les isoler. Et ça se fait pas mal là, dans un but écologique, RSE, etc. Sauf que ça peut te plomber ton OP. C'est ça. Même si c'est pas RP, hein, ça peut te mettre. C'est clair. L'objectif, c'était pas de faire une plus-value de fou. C'était de tester. Et la même thématique qu'un entrepreneur. Il lui dit vas-y, je teste. Je perds 5000. C'est con, attention, faut prendre du recul sur ça. Mais je perds 5000. Et même si je me suis éclaté, j'aurais appris. En vrai, j'aurais appris. Parce que mais même tu retombes toujours sur tes pattes dans l'IMO. En vrai, tu retombes toujours sur tes pattes, tu vois. Même si je voulais mettre un locataire dedans, j'avais 390 € de mensualité, ça valait 500 sur le marché. Donc en vrai, j'aurais fait un peu de cash flow chaque mois, tu vois. Ouais, et puis j'ai envie de te dire, c'est pas les montants sur lesquels vous avez un gros impact. T'achètes un immeuble, je sais pas, de 30 lots, peut-être pas 30 lots, mais pour que ce soit plus raisonnable, une dizaine de lots. Là, par contre, ça peut avoir un gros impact sur. Là, tu vois, l'hôtel des Lys. L'hôtel des Lys, c'est un hôtel que papa a acheté. Il y a une vingtaine de chambres, je crois. 25, quoi. 25, ouais, c'est costaud. Il y a une salle de 140 mètres carrés de danse. Avec, si tu veux, tu peux tout éclater le plafond et faire un loft duplex de fou malade. Mais un truc de fou, tu vois. Et donc là, on est rentré, papa est rentré une première fois dedans, donc Manalex, je vais dire Manalex, parce que papa, pour ceux qui savent, Manalex est rentré une première fois dedans. Juste avant, si je dis pas de bêtises, après peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'ils écouteront ce podcast, mais il y avait les fils maison haute qui étaient rentrés dedans. Parce que je reconnais la voiture, ils ont un RS Citroën, mais un avion de chasse. D'accord. Ah, les coups, putain. Et vous avez une sacrée caisse. Si vous nous écoutez, les gars, vous avez une sacrée caisse.
Et vous faites un travail qui est énorme pour la région rouennaise en plus, donc petit clin d'œil à vous. Et je crois bien qu'ils étaient dedans, parce que j'avais vu la voiture dedans, à moins qu'ils aillent manger au resto à côté, je pense pas que ce soit bien ici, tu vois. Et donc on les voit sortir, etc. Nous on rentre en visite, enfin papa rentre en visite, et le lendemain il rentre en visite, parce que moi je les avais vus sortir parce que les bureaux étaient à côté. Et l'OP que j'ai fait était aussi à côté. Et donc le lendemain le papa il y va, il me dit bah écoute Alex, j'ai visité l'hôtel Hélice, mais tu sais en famille on essaie de pas trop parler business. Quand on est qu'en famille, parce que j'ai une soeur qui est prof de PS, et j'ai une maman qui n'était pas du tout dans ça. Donc tu sais, c'est un peu, je sais pas comment t'expliquer, mais quand t'es en famille, tu sais, tu parles toujours entrepreneuriat, toujours, tu sais, avec le papa, t'es dans plein d'idées, etc. Et tu sais, ma soeur et ma maman, elles disaient, mais les gars, arrêtez, tu vois, décrocher. Sans peut-être exclu, et puis elle voulait peut-être juste, voilà, ça, ouais, la famille. Ouais, c'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Et donc maintenant, on en parle qu'au téléphone, on va se boire un café avec le papa et tout. Et donc stopper, ouais, c'est une grosse OP. Pourquoi ils y sont pas allés la plupart? Parce que ça fait peur en termes de travaux. Puis c'était cher à la base. Ouais. Et puis il y avait des propriétaires qui étaient tellement gentils. Putain, c'est des propriétaires en or. Là, ceux qui ont vendu, ouais, franchement, c'est des propriétaires en or. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus rien dans l'hôtel. C'est tout cassé. C'est état de plateau, oui. Il y a combien d'étages? 1, 2, 3. Attends, 1, 2, 3, 4. 4 étages, ok. Putain, à vérifier. Entre 3 et 4. Sûr, il y en a 3 ou 4. Tu vois. Comble, aménageable. Donc, je crois qu'il fait des terrasses tropéziennes. Je crois que c'est à l'avance en ce moment. Je crois qu'il reste de l'eau sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a transformé, ouais. Et le local commercial, tu ne peux pas le changer en bas. Ok, oui. Ça, c'est pour ceux qui veulent investir, faites toujours attention. Parce que nous, on avait une galère, mon papa avait une galère, c'est quand tu investis dans un local commercial, parfois tu peux les transformer avec une demande préalable auprès de la mairie, et parfois tu peux pas. Donc nous, sur sa première opération, il y a quelques temps de ça remonte à quelques années. Et d'ailleurs, sur cette même opération, je vais te raconter une anecdote de ouf. C'est que, tu vois, il avait transformé, donc on pouvait pas, mais il a eu la réglementation après, donc il avait eu un rappel quand même, tu vois, pour bien se remettre dans les clous financièrement. Cette même opération, entre-temps, elle avait brûlé. Le toit, il y avait des squatteurs qui avaient mis le feu, plein centre-ville de Roanne, donc on était derrière Pinky, le petit passage en face de Saint-Paul, un petit arche, là tu rentres et c'était là l'immeuble, il y avait 4 apparts. Et après, donc, du coup on a mangé un pays 12 mois en bas, et c'était une galère monstrueuse. C'était chaud, une OP, tu vois, qui t'apprend. Ouais, puis sur les transformations j'ai un pote qui a acheté un local pro là, pour le transformer, alors je ne citerai pas la ville, mais pour le transformer en love room. Parce que tu sais, c'est incroyable. C'est vachement la mode, et en fait, il s'est fait toquer par l'administration. En fait, pas le droit de le transformer en logement. Donc là, je sais pas trop quoi. Aux dernières nouvelles, je sais qu'il voulait revendre, parce que je crois qu'il avait bien acheté. Mais je lui poserai la question. Mais ça cartonne. Tu vois, on a des clients aujourd'hui qui achètent pour faire que du Airbnb. Mais alors, faut faire attention avec les copropriétés. Je sais que, tu vois, mon papa, lui, il a des immeubles, donc du coup, il est responsable des copropriétés. Et il met dans les copros les interdits de faire du Airbnb. Okay. C'est à double tranchant, soit ça peut être bien, si c'est bien calé, etc. Mais une love room, mais je t'assure, mais il y a des mecs que je connais, mais ils font du cash, mais laisse tomber. Surtout sur notre secteur où tu vas être à autour de 50 balles la nuit pour. Moi j'en fais de la LCD là sur One. Tu vas être autour de 50 balles la nuit à peu près. Tu passes en euro, tu fais x3 ou x4. Alors que l'appart en soi, il te coûte pas forcément plus cher. Tu vois, au lieu de tu fais une balnéo, tu décores bien, tu fais une belle peinture, etc. Et basta quoi. Et tu vois, sur Dubaï, il y a des mecs que je connais là qui ont fait des apparts, des OP sur Dubaï. Ouais, Airbnb, laisse tomber. Ah ouais. Ah mais des chiffres, mais tu t'arraches la tête. Des beaux trucs. En bénéf, sur une trentaine, quarantaine d'apparts, on parle de 10, 15, 20 millions. De bénéf, Après, c'est pas la même position. Mais waouh. Ah ouais. Et ça me botte un peu, tu vois, en ce moment. C'est un peu une trend sur laquelle je pourrais bien me lancer prochainement, tu vois. Mais j'aime bien aussi cet aspect. La courte durée, ce que j'aimerais bien le faire pour des pros, mais sous des bureaux, sous forme de bureaux. Parce que je trouve que c'est génial pour une boîte. Un crédit mutuel, branche investissement start-up. Ils n'ont peut-être pas d'implantation à Rouen, je sais pas, mais peut-être pas d'implantation à Rouen, mais le fait d'avoir un bureau dans un coworking qui paye 100 balles par mois, mais c'est pépère pour le crédit mut. Il paye 100 balles par mois, résiliation comme tu veux. Un peu le business model d'une salle de sport, tu vois. Tu payes ton abonnement, ils viennent pas tout le temps, ce qui permet d'avoir beaucoup d'abonnés par rapport au nombre de personnes qui viennent. T'as 60 ans. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est un truc que j'aimerais bien faire prochainement. Tu vois, vraiment et développer Rouen, c'est trop important. Parce que là, t'as fait une première RP. Et est-ce que tu repars sur quelque chose tout de suite? En perso, j'ai racheté déjà. Ouais, c'est fait racheter. Ouais, j'ai fait neuf. Ok. J'ai fait neuf. Quand ça? Vendredi. Vendredi, d'accord, ça a été accepté, ouais. Bah, par pas. Ouais. Il a racheté un immeuble et j'ai pris un appart. Ça y est, t'as pris un appart là? Ouais. Toujours une surface pour deux chambres? Non, pas du tout. Atypique, je pourrais te montrer en off si tu veux. C'est un truc avec terrasse, cette fois-ci. Toujours avec la libération au coteau. Ouais. Avec terrasse, il y a pas mal de travaux à faire, mais moins que celui d'avant. Et par contre, je veux faire un truc costaud. Là, j'ai vraiment envie, tu vois, de faire un truc en mode quelqu'un qui rentre encore dedans. Waouh! Coup de cœur. Coup de cœur, et le mec il se dit putain, mais je me vois tellement vivre là-dedans. Investir dans une belle cuisine, tu vois. Je trouve que c'est important, toi qui fais de l'IMO, tu sais ce que c'est, tu vois. Genre, faut pas négliger, s'il y a des jeunes qui veulent faire une OP IMO ou se lancer dans l'IMO, faut pas négliger les travaux et pas négliger les matériaux que vous utilisez, la rénovation que vous allez utiliser. Puis c'est surtout, moi je le voyais quand je faisais pas mal de visites à l'époque, ouais. Où les agents te disaient là vous pouvez louer. Je disais non, mais je peux louer tout de suite en l'état, mais clairement on va dire je peux louer. Allez, quel est le rapport entre ce que tu peux gagner et ce que tu peux louer? Et puis tu vas pas forcément louer au bon locataire, faut dire ce qui est. Et puis merde, ça fait chier, tu vois. Moi je veux constituer un patrimoine, je veux que ce soit des choses de qualité, donc tu vois, moi je fais des apparts plutôt de qualité, tu vois. Derrière, tu loues plus cher, donc ça veut dire que tu filtres un petit peu ta Là, tu fais les deux. Tu fais location courte durée et location. Moi, je fais de la location AB, je fais de la location courte durée, je fais de la location nue aussi. Et après, toujours pareil, j'en fais en nom propre, j'en fais en SCI, j'en fais en SAS. Je fais un peu de tout. Et comment c'est devenu ça, tiens? En fait, pour la banque, c'était une vocation. Puis également, en fait, j'ai fait un stage où je sais plus, je suis allé voir mon banquier quand j'étais genre je crois que j'étais en seconde, même peut-être fin troisième seconde. T'étais à Rouen à cette époque? J'étais à Rouen, ouais. Okay. Moi, je suis allé à Carnot, bac S, sur le sciences de l'ingénieur. Donc j'avais des facilités, mais ça me plaisait pas du tout. Mais je savais que je voulais être banquier, et du coup j'ai dit allez, je fais ce bac S. De toute façon, ça me ferme aucune porte. Si je change d'avis entre temps, basta. En fait, j'ai pas changé d'avis, je suis parti en DUT gestion d'entreprise administration. GEA. Licence pro banque. Et en fait, c'était une vocation, et moi je voulais passer tous les paliers, donc j'ai démarré au guichet, et je voulais évoluer conseiller de part, conseiller pro, directeur d'agence, etc. Quand j'étais parce que là j'ai fait 3 établissements, mais quand j'étais dans le premier établissement, j'étais conseiller pro. J'ai demandé à passer une formation pour être manager. Donc, gérer des équipes. Gérer des équipes, en fait, directeur d'agence, parce que je voulais être directeur d'agence. Là, tu étais au Crédit Mutuel à cette époque? J'étais à la Banque Pop. À la Banque Pop. Ah ouais, t'as monté à plusieurs banques. Ouais, j'étais à la Banque Pop, et en fait, quand j'ai attaqué cette formation, j'ai fait la première année, j'étais avec des directeurs. En fait, il y avait 70% des participants qui étaient des jeunes directeurs, ou 30% des gens comme moi à profil évolutif sur. Qui pouvaient être. Ok. Et en fait, il y avait tous les établissements bancaires, et tous les mecs, ils étaient tous en PRS de leur boulot. Tout ça pour gagner peut-être 200 ou 300 balles de plus des fois qu'un conseiller. Et là, en fait, ça a tout remis en question. Je me suis dit, putain, en fait, tu veux être directeur, et en fait, c'est un job de merde. Et attention, c'est beau de gérer l'équipe. Pour toi, c'est pas quelque chose qui t'aurait plu. C'est ce que tu veux dire. Surtout en banque, parce que si tu veux, tu as la pression de la direction qui des fois va t'attendre. Derrière, tu dois gérer tes équipes, tes RH, tu dois gérer le volet réglementaire, tu dois gérer les objectifs. Tout ça pour au final gagner des coquettes. Et ça. Tu trouvais que le gain temps, argent, ça était disproportionné. Ça valait pas le coup. En fait, j'avais un petit peu idolâtré ce métier. Et j'avais déjà commencé un petit peu locatif en me disant un jour, ça fera un complément de retraite. Et en fait, c'est à cette période-là où j'ai dit, non, je vais intensifier le truc. Ça me fera pas un complément de retraite, mais une retraite. Parce que moi, l'idée, toi, c'est un jour de me lancer à mon compte. Surtout depuis que je côtoie en fait que des chefs d'entreprise. Sur l'IMO? Je sais pas trop en fait. Je sais pas trop. Sur l'IMO, je sais qu'il y aura des choses en IMO, tu vois, pourquoi pas du marchand, ou même. Tu vois, là, j'ai une SAS qui fait de la sous-location. Donc en fait, elle loue, pour l'instant, elle le fait qu'à moi, mais l'idée c'est de trouver des autres personnes. Je me loue mes apparts, moi en nom propre, un loyer, et derrière, en fait, cette SAS encaisse les revenus Airbnb. Donc en fait, la SAS se garde. Moi derrière, il y a aussi un but fiscal. Pas le cacher. Ça, c'est drôle, c'est ouf que tu m'en parles, parce que j'ai eu un mec là ce dimanche au téléphone dans la voiture quand je revenais de Lyon.
Et il fait ça cartonne. Bah écoute, moi ça marche, j'aime bien ça, tu vois. Ouais, ça te dynamise. Ouais. Ça te permet de dynamiser, d'avoir un impact un peu différent, tu vois. C'est ça. C'est plus court, c'est plus intense, en termes de gestion, c'est plus dynamique, je pense, qu'un locataire qui a pendant 2 ans. Quoi. C'est ça, et puis derrière, j'ai eu aussi des locations meublées ou des locations nues. Problème aussi avec des locataires. Locataires de mauvaise foi, locataires qui ne voulaient pas payer. Alors je me suis toujours fait payer, mais voilà, faut courir après, etc. Donc la location courte durée, on va dire les avantages, c'est que déjà ton bien est entretenu souvent parce que du coup il y a un turnover, donc ta femme de ménage elle intervient souvent, c'est tout le temps propre. C'est full automatisé. C'est full automatisé, ouais. Boîtier à clé. Et après, moi, si tu veux, les messages en automatique partent tout seul. Moi, le seul truc que je gère, c'est les plannings avec la clé femme de ménage. Okay. Et derrière, tu sais, les interactions avec les clients quand il y a un souci, tu vois. Pourquoi tu ne penserais pas un accompagnement sur ça? Tu as pensé? J'y ai pensé, ouais. Après, j'ai des copains qui font ça. Tu leur files un peu de main? Non, pas forcément. Non, moi, l'idée, tu vois, c'est de faire ça déjà pour moi, tu vois, de bien gérer mes affaires. Structurer correctement, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, business, tu vois, le marchand, je sais que j'en fais. Je vais être amené à en faire, de toute façon. Là, l'idée, c'est, tu vois, je me suis constitué mon parc IMO. Là, j'ai trouvé un potentiel associé pour continuer de lever des fonds. Parce que forcément, quand tu es tout seul, au bout d'un moment, la banque, elle te dit non. Donc là, j'ai trouvé quelqu'un. Tu es bien placé pour le savoir, pour le coup. C'est ça. Donc là, j'ai trouvé quelqu'un avec qui lever des fonds. Donc l'idée, c'est de continuer à lever des fonds pour continuer à augmenter le patrimoine, augmenter éventuellement la potentielle retraite un jour. Ouais. Et après, derrière, tu sais que tu viens dessus parce que gérer le locataire, c'est cool, mais au bout d'un moment, quand on a 20, 30, 40. Forcément, ça commence un petit peu le bon. Mes parents, ils étaient montés jusqu'à 13, 14, je crois. Okay. Mais ras le cul, ouais. Ils ont tout arrêté. Ouais. Ah ouais, ras-le-bol, mais quand je te dis ras-le-bol, c'est ras-le-bol. Les quittances, machin, tout ça là, j'y connais pas grand-chose, moi. Et j'ai pas trop envie d'y connaître parce que vu l'expérience qu'ils ont eue, tu sais, à se prendre la tête, à courir derrière. Attention, tu peux faire gérer, tu perds un peu d'oseille, tu peux faire gérer, t'as moins de problèmes, tu vois. Mais c'était compliqué, ouais. Peut-être tu sais, il manquait peut-être des procès, des trucs comme ça, faut pas se voiler la face aussi. Peut-être que tout n'est pas parfait sur ce qu'ils ont fait aussi, peut-être. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça, oui, peut te rapporter de l'argent, mais quand tu commences à empiler et que tu le gères tout seul, c'est compliqué. Hein. Ouais, et puis tu vois, on a tous notre zone d'intelligence. Donc tu vois, toi, la tienne, tu vois, c'est entreprendre. Tu as commencé par ça. Ouais. Moi, du coup, c'est ma zone d'intelligence, si tu veux, c'est l'IMO. Ouais. C'est l'IMO parce que j'ai toujours kiffé la banque, j'ai toujours kiffé le financement, j'ai toujours kiffé l'épargne en règle générale. Et du coup, allez, bim, j'ai des facilités là-dedans. Je me fais mes propres dossiers bancaires. Alors, c'est mes collègues qui mettent tout dans la machine, mais c'est moi qui fais les commentaires, etc. Donc j'ai des facilités à ce niveau-là, je les exploite et voilà. Et là, pour toi, aujourd'hui, si par exemple, c'est drôle parce que du coup, moi j'aime trop poser des questions aussi, mais si par exemple, là pour toi, la problématique principale, toi actuellement, parce que tu es aussi entrepreneur, tu me dis SAS, etc., tu entreprends quand même, mine de rien, c'est quoi la problématique actuelle? C'est manque de fonds ou manque de temps? Pourquoi c'est pour toi, qu'est-ce qui t'empêche de passer au step suivant aujourd'hui? Moi, qu'est-ce qui m'empêche, si tu veux, c'est mon boulot de salarié qui me prend énormément de temps. Voilà, je fais des semaines d'une quarantaine d'heures, tu vois. Donc derrière, si tu veux, là pour l'instant, je gère juste en fait la partie IMO, la location, etc. Mais ça va peut-être être développé. Enfin, c'était aussi l'idée en lançant le podcast. On va poser une fois la question, 2 fois la question, 3 fois la question. Pas 50 questions, mais tu vois, peut-être 7-8 personnes déjà pour l'instant, ce qui est énorme à mon niveau, qui commencent à me dire je suis déjà intervenu dans des podcasts sur le domaine bancaire. Ouais. Et on m'a dit pourquoi tu fais pas une formation sur le domaine bancaire? Et tu vois, c'est. Mais ça tue. C'est avec la vidéo. Moi, j'ai quelqu'un qui est intervenu dans ça. Il a cette question, mais t'imagines même pas. Hein. Voilà, moi c'est ma zone de facilité, je kiffe ça en fait. La banque, si tu veux, il y a eu des périodes où j'étais un petit peu saoulé, mais c'était plus saoulé, pas du métier en lui-même, mais si tu veux, de tout le reste. C'est le réglementaire, la pression, les clients, le nombre de clients, parce que du coup ils suppriment de plus en plus de postes. Donc en fait, toi tu fais des plus de job, voilà, c'est ça. Donc j'ai été saoulé à des périodes et là j'ai changé de taf. Je suis toujours en banque, mais si tu veux, sur le particulier, j'ai géré jusqu'à 1500 clients. C'était l'horreur. Ouais. Sur le pro, autour de 400, 450. Et là je suis toujours sur le pro, mais haut de gamme, et je suis à 70 clients.
Donc si tu veux, du gros dossier, donc il y a plus c'est plus du gros dossier, donc si tu veux, à chaque fois c'est à faire pour hier, pression de malade, mais par contre derrière tu peux retourner sur. Enfin, moi je reviens sur un table de qualité et plus du quantitatif, tu vois. Okay. Donc pour l'instant je rekiffe mon job, tu vois, de salarié. Je lance, tu vois, le podcast. On m'a posé des questions sur l'éventuelle formation, donc pourquoi pas, ça pourrait être. Faut que tu lances un truc. Tu lances un truc parce que tu sais parler, c'est inspirant quand tu parles, parce que tu parles aussi avec du bagage, quand même, mine de rien. Et je pense qu'il y a vraiment un truc à faire sur cette partie. Je sais pas, sur une formation bancaire, je connais personne qui fait ça, mais par contre, je connais des gens qui font de la formation location sous location. Et là, on parle vraiment de. Ouais, c'est bon. Et en fait, c'est con, mais tu vois, il y a. Ce qu'on disait, nous aujourd'hui, on est forcément pour nourrir toutes les équipes, obligé de faire des gros chiffres parce que tu as des équipes, etc. Mais une personne qui est tout seul, tu vois, nous on a déjà accompagné quelqu'un, on a aussi une petite casquette où pour le kiff, on accompagne des gens qui veulent lancer leur programme de formation parce qu'on connaît tout en termes de plateforme, réglementation de formation, etc. Tu vois. Vraiment cet aspect-là, on est très branché dessus, comment aller chercher des clients, les scripts, l'équipe commerciale, etc. Et tu vois aujourd'hui quelqu'un qui lance sa formation tout seul, tu signes 4 deals par mois à 1500 balles, tu fais 6000. Hein. Bah c'est ça, et puis c'est surtout que moi aussi, pour faire un petit aparté, du coup, j'ai toujours tu vois, fait des sports individuels. Tu sais, j'ai fait des sports co, ou même des sports tu sais, où on t'impose des horaires. Moi, je faisais de la boxe, et du coup, c'était un peu pénible parce que tu as l'entraînement qui est à telle heure. Et en fait, vraiment, moi, je me plais dans des sports, tu sais, la muscu, la course à pied, en fait, des sports où tu as envie de t'entraîner le matin à 6h avant de partir en taf, tu le fais entre midi et 2 le soir. Et je pense que pour le taf, ça va être la même chose. Éventuellement, si je pars sur du marchand, c'est mieux de s'associer parce que voilà, à deux, tu es toujours un peu plus fort, tu as toujours un petit peu plus de fonds. Mais par contre, tu t'es déjà associé à Armila la prochaine fois? J'ai fait oui et non. En fait, j'ai un immeuble que je détiens en SCI avec mon papa. Mais en fait, je détiens la SCI à 99%, c'est moi qui ai mis les apports. Lui, il s'est mis sur les statuts, la SCI, pour une seule chose, c'était pour m'aider à emprunter. Parce que du coup, à l'époque. Ouais, donc c'est pas l'association, c'est pas une association, puis c'est le papa. Voilà, c'est pas une association, mais voilà, l'idée c'est. J'ai toujours été indépendant, donc l'idée c'est pas forcément d'avoir un gros business, mais c'est voilà, de travailler seul. Puis je le vois aussi chez des potes. D'ailleurs, un pote que je cite, là, qui a un podcast, je sais pas si tu connais, Tony de Une Vie de Liberté. C'est un mec qui a bossé dans le TP, qui maintenant fait du marchand. Et en fait, dans le TP, je crois qu'il a géré jusqu'à une quarantaine d'employés. Sur One. Non, secteur 42 limite Lyon aussi. Et il a géré jusqu'à une quarantaine d'employés. Et maintenant, il est marchand bien avec son cousin. Et si tu veux, ils sont tous les deux. Plus de pression, plus rien, plus de gestion d'employés. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait 2 burn-out quand il était entrepreneur dans le TP. Et tu vois, j'ai pas mal d'autres potes comme ça qui travaillent seuls en fait, seuls ou des petites associations. Mais moi, l'idée, c'est de faire pareil par la suite. Tu sais qu'avec. Tu vois, pour avoir discuté avec Oussama Hamar, etc., et d'autres entrepreneurs qu'on n'a pas eu l'occasion d'interviewer, tu as 2 politiques. Hein. Tu sais que tu as la politique, et en vrai, c'est hyper drôle d'en discuter avec toi. Tu as la politique du gars qui va vouloir entreprendre, peu importe son âge, mais recruter et développer une grosse boîte, mais vraiment sur le recrutement, sur le nombre de salariés, etc. Et le mec qui va se dire, je vais me limiter peut-être à certaines OP, mais je veux rester seul. Et mon papa, lui, c'est ça. Il veut pas. Genre, je lui dis, putain, papa, pourquoi tu recrutes pas un autre mec? On fait pareil sur lui, on a une force de frappe, on a des investisseurs qui sont prêts à se positionner sur des biens parce qu'ils nous font confiance, etc. Non. Là, il doit rester. Il a eu des salariés quand il était un maçon, quand il a sa boîte de maçonnerie qui marchait super bien parce qu'il était spécialisé dans les joints de pierre. Donc il partait à Saint-Didier, au Mondeur, etc. Tu vois, il faisait les magasins Pralu. Il fait le magasin Pralu à Paris, etc. Et il en a eu ras le cul. Des gens qui lui volaient de l'argent, qui lui volaient du matériel sur le chantier, des personnes qui, tu vois, aujourd'hui en maçonnerie, personne ne veut travailler dans les campagnes, donc c'est beaucoup de personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent des papiers, parce que ce qui fait que s'ils ont un apprentissage en maçonnerie au CFA, au bout de 8 mois ils ont un papier, au bout de 8 mois t'as plus de nouvelles. Donc tu vois, il y a un peu double tranchant, mais aujourd'hui on a de la chance, je sais pas comment, par rapport aux autres, mais on a des équipes de ouf. Parce qu'on est d'accord pour qu'eux ils aient leur liberté et que voilà, on sait qu'on avance dans le même. Tu vois, il y a une schématisation que je dis tout le temps dans mes podcasts, et j'en ai parlé tout à l'heure, PM Corp c'est le navire. Je t'assure qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un que je recrute, je lui dis ça. PM Corp c'est le navire. On vient de s'arrêter à un port pour potentiellement que tu montes avec nous.
mais que quoi qu'il arrive, le bateau, quand il repart, c'est Mathéo et Alexis qui t'emmènent un cap. On va peut-être s'arrêter à d'autres endroits parce qu'on déposera des gens. Okay. Il y a peut-être des gens qui vont sauter, tu vois, du navire, mais ça, j'y pourrais rien pour eux. Sauter du navire, je ne me retiens pas, moi. Les portes sont grandes ouvertes. Tu sais, moi, un commercial qui me dit, ouais, Alexis, j'ai trop pas ailleurs. Tiens, regarde, t'as les clés qui sont sur la porte, t'as juste à ouvrir la porte. C'est pas mon problème. T'es bien ici? Oui. Tu gagnes bien ta vie? Oui. Ben pourquoi tu me poses la question? Enfin, tu vois, à un moment donné, le navire avance, on avance tous au même endroit. Là, on fait notre premier event à Lyon. Là, je dis, t'as quelque chose de prévu? Je dis pas. Ouais. Putain, merde. Bah, c'est pas grave, je t'enverrai des vidéos. Okay. Je dis, on fait notre premier event à Lyon. J'aurais voulu que tu sois là, merde. Ah, c'est dommage qu'on ne se soit pas rencontrés avant. Parce qu'on fait notre premier event avec tous nos agents immobiliers, tous nos membres. On a, sur les 600 membres, on a fait notre premier event là, à Lyon le 15, dans une salle qu'on a louée, etc., où on réunit tous nos membres. On en a à peu près une soixantaine qui sont là, plus nos équipes, tu vois. Alors forcément, on est obligé d'en refaire un à Paris et un à Marseille parce qu'il est full. L'événement, on se disait pas que ça allait avoir une aussi grosse traction, tu vois. Et donc, tu vois, c'est ce que je disais, les gens qui viennent, ils ont qu'une hâte, c'est de nous voir. Et je me dis que c'est une image qu'on reflète parce que les gens, ils nous aiment par rapport au retour qu'on leur apporte. Et pour moi, le meilleur retour aujourd'hui, que ce soit un de mes collaborateurs dans la boîte, un de mes collègues de boulot ou un de mes membres, c'est qu'aujourd'hui, je peux réussir à vivre confortablement. Et ça, c'est le plus gros kiff parce que tu sais que tu apportes du bien aux gens. Et en vrai, c'est con, mais je te jure qu'on dort sur nos deux oreilles tranquille parce qu'on n'est pas là pour vendre du rêve aux gens. On sait que s'ils appliquent les conseils du programme, ils auront des résultats. Ça marche. Et voilà, et ça a été un vrai souhait pour nous. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour revenir sur ce qu'on disait, avoir des équipes, etc., et faire les choses seuls, c'est 2 poids 2 mesures. C'est qu'aujourd'hui, oui, nous aussi, on s'est posé la question, putain, puis on arrête tout, Matt. On va faire la même renta, sauf qu'on se prendra peut-être 2 fois moins la tête. Mais on voit pas les choses comme ça. Puis c'est propre à chacun, hein, tu vois. Moi, c'est ça. Je l'ai vu en banque, hein, les business qui marchent, les business qui marchent pas. Tu vois, moi, je suis au premier loge pour voir tout ce qui marche, tout ce qui marche pas. Les business dans lesquels tu te fais chier, enfin, où tu t'emmerdes en fait avec la gestion de personnel ou même, tu sais, avec la gestion des stocks, etc. Et les métiers de conseil ou de service, où là, c'est plus facile entre guillemets, il faut quand même avoir des compétences. Donc après ça c'est propre à chacun. Et j'aimerais du coup qu'on passe le volet entrepreneurial et maintenant qu'on passe sur le volet d'un podcast. Pourquoi tu as créé un podcast? L'idée c'était quoi initialement? Rappelle-toi de ma valeur principale, la première, partage. Okay. Donc une chaîne YouTube, c'est pas qu'un podcast. Si tu vas sur PM Corp, tu verras qu'il y a des vlogs où on partage nos expériences entrepreneuriales, on partage depuis le début. J'ai des archives qui datent de 2019. On était dans la chambre avec Mathéo, salut les copains, 2 gamins. C'est 2019, j'ai 17 ans et demi. Et salut les copains, parce que j'avais regardé quelque chose, et d'ailleurs si quelqu'un veut lancer un business et qui nous écoute, moi j'avais regardé quelque chose qui disait que documentalise tout. C'est la plus belle des choses. Putain, quand tu auras, tu vois, quand j'aurai des enfants, typiquement, ou quand tu auras des petits-enfants, putain, tu leur montres des vidéos, mais c'est trop cool. Le papa, il était entrepreneur et tout à l'époque. Peut-être pas que l'entrepreneur, mais si tu fais du sport, documentalise ta vie, etc. C'est trop important. Ça laisse des souvenirs, ça laisse des images. Ça me fait penser au reportage qu'il y a sur Orelsan, Squeezie, etc. Squeezie, pour moi, j'ai pleuré. En fait, c'est dur. Enfin, on est des garçons, des fois, il faut mettre les mots. Mais j'ai pleuré, ouais. Squeezie, c'est énorme. Squeezie, c'est énorme. C'est une preuve qu'aujourd'hui, tout est possible. Tout est possible. Quand il a été voir sa mère, il a dit j'ai 1 million d'abonnés. Sa mère lui dit c'est bien, on monte ta chambre. C'est une preuve que tout est possible. Et que ce gamin, il était tout seul, tu vois. Il a pris sa caméra pour extérioriser. T'as vu qu'il était galétique à l'époque. Il était gavé de tics. Comment tu te dis que maintenant, quand il active une caméra, il n'a plus rien de mec? Parce que il partage des moments, et quand tu regardes le documentaire de Squeezie, Orelsan, Nekfeu, c'est magnifique. Parce que tu te dis c'est inspirant. Et moi, je veux inspirer. Et je veux partager, et c'est un vrai souhait avec mon associé parce qu'on a cette valeur en commun de dire let's do it. On fait quelque chose, on partage. Si c'est moyennement fait, on s'en tape, c'est nous, c'est naturel, c'est Alexis et Matt. Tu vois. Et aujourd'hui, on est parti faire le podcast avec Oussama Hamar. On a oublié le MacBook dans la voiture, les tenues classe dans la voiture. On était en short. Moi, j'étais en short et un t-shirt parce que j'avais laissé la clé dans le coffre de la Golf. Je sais le destin, ça. On n'a pas chialé, on est parti à Paris. Il y a un vlog qui est sur mon Instagram qui a fait quelques vues, tu vois. Mais c'est une dinguerie. Nous, en fait, on prend les choses en mode
venez avec nous, partagez avec nous. Les jeunes de mon âge, étant donné que tu vois, j'aimais bien sortir avant, j'aimais bien tu vois, kiffer la vie, quoi. Ils ont cette vision d'Alexis, c'est telle personne, mais quand ils me connaissent vraiment, et quand ils voient les podcasts, ils se disent en vrai, ils kiffent juste partager et kiffer des moments avec les autres. Et ça, c'est un vrai souhait aujourd'hui de cette chaîne YouTube, pourquoi on l'a faite. Et des fois, tu te poses la question, je t'assure que c'est vrai. Et je suis sûr que tu t'es déjà posé la question, mais pourquoi tu le fais ? Pourquoi tu fais un podcast ? Pourquoi tu fais une vidéo YouTube ? Pourquoi tu le fais ? C'est pour toi, ton ego ? Tu vois, moi je me pose tout le temps la question, on investit du matos de dingue, quand tu passeras, parce que je veux que tu passes, et on va faire un podcast de mon côté qui va être aussi archi cool. Putain, tu mets 20 000 € de matos, 3 caméras à 2000 balles pièce, des lumières de fou, une table de mixage, etc. Tu sais le matos, tu vois ce que ça coûte. Putain, mais tu te dis, il faut que tu achètes ça, pourquoi tu le fais ? Ouais, exactement. C'est pas ce qui te rapporte le plus d'argent, nous on sait ce qui nous rapporte le plus d'argent dans la boîte. Équipe commerciale, dépenses publicitaires Facebook, stratégie d'acquisition, etc. Mais ça rapporte pas de thunes. Mais on fait parce qu'on kiffe faire des vidéos, on kiffe partager avec les gens, on kiffe aller chercher le plus profond des gens et leur dire t'es capable de le faire. Entreprendre, aller chercher un client, pas entreprendre, mais sportif, pas sportif, tu veux perdre du poids, tu peux perdre du poids, tout est possible, tout est réalisable. Et c'était un vrai souhait de faire cette chaîne YouTube. Mais il y a beaucoup de remises en question trop régulièrement. Parce que t'as pas les retours forcément que tu veux. Parce que tu suis une vidéo comme Oussama Hamar, on a été repris sur des comptes de business, TikTok, etc. où la vidéo elle fait 300 000 vues. Putain, mais pourquoi toi sur ton compte à toi t'en fais que 2000 ? Ouais, je comprends. Ok. Et du coup, tu fais que suivre ça. Tu fais Oussama Hamar, 21 000 vues sur YouTube, c'est propre. Tu fais en tout, je crois que tout pour tout, TikTok, Instagram, YouTube, on a dû passer la barre des 2 millions de vues. C'est propre, il y a une portée de fou. Et putain, tu fais un podcast le lendemain, tu te dis, ouais, là, on va faire 10 000. Et tu vois, McFly et Carlito qui ont décroché récemment, qui sont revenus dans le game. Je comprends. Alors, je suis pas à leur échelle, mais Squeezie qui en a ras le cul de suivre les vues, et Publin, il en parle, de suivre les vues, etc. Et ben, je comprends. Moi, à mon échelle, ça m'a fait mal, même. Ok. Ça m'a fait mal parce que c'est pas l'ego, mais un peu. D'accord. De te dire, putain, t'es pas aussi impactant, tu vois. Et du coup, tu remets un peu tout en question. C'est comme quand j'ai repris la vente, tu sais, tu closes pas directement. Et tu te dis, ah putain, frustré, putain, merde, tu vois. Et donc, c'est ça, et c'est magnifique de partager parce que ça laisse des moments extraordinaires. C'est ce podcast-là, moi, quand je l'écouterai, quand je serai plus âgé, quand j'aurai peut-être des enfants, etc., quand ils l'écouteront, ils se diront, putain, mais Alex, à cette époque-là, il avait cette vision-là. Et c'est insane, mais ça laisse des traces. Tu vois, là, on parlait de 15 collaborateurs, mais qui te dit que dans 10 ans, j'en aurai peut-être pas 200 ou 300 ? Qui te dit que j'en aurai peut-être pas que 2 ? Tu vois ? Tu sais pas, en fait. Et c'est ça que tu dis, putain, mais tu voyais les choses comme ça à l'époque, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on partage sur YouTube et qu'on passe des moments extraordinaires. Et là, on a recruté d'ailleurs un cadreur qui s'appelle Elliot, petit big up à toi, Elliot, de Rouen, qui vient cadrer avec nous et monter maintenant, et c'est insane parce qu'on peut être naturel. C'est comme si, là, il n'est pas encore là dans la boîte, il attaque cet après-midi à 15h30. Et en fait, qui est Elliot, tu vois, typiquement, je tourne un podcast, Elliot, il sera là, mais tu sais même pas qu'il est là, tu vois. Et c'est trop cool parce que du coup, nous, on est naturel, on kiffe avec un mec hyper cool, et des moments archi cool, tu vois, insane. T'as pas posé de questions sur la partie technique qui, pour ma part, était hyper stressante en fait au début. Tu as peur que ça enregistre pas. Le nombre de podcasts que j'ai tourné, mais le nombre de podcasts que j'ai tourné, mais je t'assure que c'est vrai. Hein. Le nombre de podcasts où j'ai tourné tout seul avec un mec que j'ai invité et que les rushs et que j'ai pas appuyé sur le bouton ré et que j'ai pas appuyé sur le bouton son, etc. Mais laisse tomber. Laisse tomber. Et je te parlais de David Broman. On a plus les rushs de David Broman. Et c'est trop une galère, c'est pas mon métier. Ah ouais, mais c'est un enfer. Si tu lances un podcast et que tu m'écoutes là, oh là là. Moi, ça fait quasi un an que je veux lancer le podcast. Et bon, j'ai été pris parce que j'avais pas mal de choses aussi à faire entre temps. Ouais, c'est pas ton activité principale. C'est pas mon activité principale, mais surtout, moi, ce qui me faisait peur, c'était toute la gestion en fait. Parce que quand tu sais pas ce que c'est un podcast, tu commences à te lancer dedans, tu vois qu'il faut t'inscrire sur une plateforme de diffusion, tu vois qu'il faut aussi en faire la promo. Faut travailler un peu de montage, etc. C'est du chinois, tout ça. Donc, nous, aujourd'hui, on a décidé de structurer ça parce que du coup, ça, c'est un nouveau business qu'on a lancé avec mon associé qui s'appelle PM Pod. C'est un studio de podcast et d'enregistrement à Rouen parce qu'on avait encore un vrai souhait de partager et donner la possibilité aux gens de le faire parce que tu m'as dit, t'as vu, ça répond à ta problématique à toi. Alors, maintenant, tu t'es lancé, tu vois. Ouais, maintenant, ça roule, tu vois. Mais quelqu'un comme toi qui ne veut pas se lancer, qui a peur de se lancer, et qui pour lui, le monde de la vidéo, c'est un truc de malade mental, viens, pose tes fesses ici,
On va s'occuper de la vidéo, de l'audio, parce qu'on a un gars qui s'appelle Elliot qui est expert dans ce domaine. Et toi, t'as que ton interview à gérer et basta. Exactement. Et le mec, il repart avec sa carte SD, il est comme un âne parce qu'il a un interview 4K, 2080p, tu vois, un truc de ouf. Et il a son audio, sa bande audio à côté. Et après, il est comme un âne parce qu'il a des lumières, il y a un investissement. Mais c'est vrai que ça repose sur le même soit PM Pod, c'est le studio de podcast à Rouen, mais la chaîne PM Corp YouTube, c'est la chaîne où on a envie de partager et de faire grandir. Ouais. Ok. Donc là, on a fait un petit peu le tour de tes business. Ouais. Encore 3 petites questions. La première, du coup, est-ce que, en plus de l'entrepreneuriat, est-ce que tu fais des investissements? Moi, j'ai compris que tu faisais des investissements IMO, parce que l'achat à vente. Perso, en investissement perso, tu parles? Ouais, investissement perso, pro, peu importe, tu fais quoi de la crypto? Qu'est-ce que tu fais? Donc nous aujourd'hui, PM Corp c'est l'activité principale, donc les 2 programmes, ça je pense que vous l'avez bien cerné. Donc après il y a la casquette d'Alexis. Alexis lui, donc moi là où je vous parle, Alexis c'est moi. Alexis lui fait de l'investissement, je parle à la 3e personne parce que c'est plus facile à expliquer je trouve. Alexis lui fait de l'investissement donc immobilier. Donc achat, rénovation, revente, mais à titre perso, donc je reste en moyenne 7-8 mois minimum, tu vois, dans le bien, parce que des réglementations à ce niveau-là. Je fais de l'action aussi. Sur quoi? Sur PEA, mon titre PEA. Okay. Ouais, je fais de l'action sur PEA, je vais en moyenne entre 300 et 400 euros par mois. Ouais. Tu fais sur quoi? Sur l'action, des ETF alors, là, tu vois, on peut prendre mon portefeuille en direct, ça dérange pas en direct? Non. Là, tu vois, je suis sur Trade Republic et sur Bourse Direct. Tu vois, typiquement, je m'étais dit un peu du kiff parce que j'enseigne tout au fur et à mesure du temps dans un tableau pour vraiment suivre, etc. En action, là, pure et dure pour le moment, j'ai Coca-Cola, Starbucks, Tesla, Air Liquide, Michelin, Home Depot et Total Energy. Ouais. Parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. D'accord. C'est il y a 2-3 mois, tu vois. Okay. Et après ETF, il y avait un truc qui me faisait kiffer, c'était le SP500. Donc SP500, pour ceux qui ne savent pas, c'est différentes entreprises, les 500 plus grosses entreprises américaines. Oui, les 500 plus grosses là-dessus, ouais. Ok, voilà. Donc Microsoft, Apple, Amazon, Meta, etc. Après, j'ai fait CAC 40 parce que je me suis dit, en vrai, tu regardes mon portefeuille action, c'est beaucoup d'entreprises françaises. Tu vois, parce que j'ai un vrai souhait aussi. Tu sais, tu te dis, chez local, c'est cool quand même, tu vois. Quand tu les vois à la presse, tu te dis, putain, t'as investi dans cette boîte, même si c'est à ton échelle, ça c'est trop cool. Et après, du coup, j'ai fait All Big Data. Ça, c'est que les fonds tech US. Donc Meta, Salesforce, le CRM, un CRM de dingue, ça Salesforce que j'avais utilisé à l'époque, Nvidia, et après tu vois c'est l'industrie internet logiciel, électronique, services data et télécommunications, et c'est essentiellement tu vois États-Unis, après il y a un peu Corée du Sud, Irlande, Allemagne et Canada. D'accord. Donc ça c'est un peu l'invest en mode je mets pas 500 automatiquement tous les mois, entre 300 et 500 tous les mois. Je mets quand tu vois, j'ai envie de me dire vas-y, c'est quoi, c'est cool, je suis très public, je suis le dimanche soir dans mon canapé et let's go. Et après je suis vert parce qu'hier j'ai raté le ticket d'Anthony Bourbon et ça va être un de mes plus gros invests je pense de cette année dans Blast Club. D'accord. Tu connais ou pas du tout? Pas du tout. Pour ceux qui connaissent pas Anthony Bourbon, c'est un. Je connais Anthony Bourbon. Par contre ça voilà. Pour expliquer, Anthony Bourbon c'est un gars qui est dans Qui va être mon associé, c'est le plus jeune, enfin l'un des plus jeunes et un mindset de fou malade. Pour ceux qui n'ont pas son livre, Forcez votre destin, allez à la FNAC, prenez ce livre, je vous assure. Moi j'ai pas de j'ai l'archevêque. T'as l'archevêque? J'ai le bouquin qui est là derrière. Tu l'as reçu il y a longtemps du coup? Ouais, et j'ai quasi fini. Et alors? Énorme. Putain, vas-y, je vais l'acheter. Et Forcez votre destin d'Anthony Bourbon. Insane. Pourquoi? Parce que le mec il a un mindset de ouf, il a été 2 fois millionnaire. Pourquoi je dis il a été 2 fois millionnaire? Parce qu'il a été aussi 2 fois à la rue. Post-millionnaire, il était battu par son papa, il a vraiment souffert de sa jeunesse. C'est un peu le storytelling que je vous raconte, mais c'est un livre à lire parce que ça vous montre aussi que tout est fou et il a un état d'esprit de résilience de dingue et il veut mettre aussi la méritocratie. C'est sa thématique à lui parce qu'il veut mettre le mérite en avant au lieu de mettre la fortune de papa et maman qui m'a permis d'être ça. Il veut vraiment mettre en avant ces profils-là. Et donc le Blast Club, c'est l'investissement participatif. En fait, Anthony Bourbon, lui, il a des dossiers d'entreprises dans lesquels il peut investir tout le temps. Et il s'est dit, putain, mais pourquoi pas faire participer à chaque échelle, donc à 1000, 10 000, 15 000, 20 000, 50, 70, 90, 100 000, d'autres investisseurs.
sur mes dossiers. Ça me permettait d'avoir une plus grosse force de frappe. Et donc là, le Blast Club, ça réunit X ou Y personnes, peu importe son statut, dans un fonds d'investissement, tout simplement. Donc tu rentres avec un ticket à 1000 euros et après tu as des dossiers qui tombent et tu peux investir le montant que tu veux. Donc là, il avait une propos peut-être sur un fonds, sur une boîte, etc. que tu as fait. Et ben non, parce que le Blast Club, là où il est hyper bon, Anthony, c'est qu'il fait une ouverture du Blast Club par an. Putain, d'accord. Et oui, il nous écoutera peut-être, ça va. Mais et ouais, il est trop fort sur ça. Il fait comme une paire de chaussures qu'on drop. Genre en mode, il fait un drop quoi. Et il ouvre 600 places. 600 places, et là, le dernier, pas celui d'hier, je sais pas combien il a fait, mais là, il va l'annoncer, ça va être une somme, mais t'imagines même pas. Et donc là, il a dit, le dernier, c'était 100 millions. Okay. Ils ont levé 100 millions. Ok. Donc t'as loupé ça. Donc, Et là, à mon avis, ils ont pu faire 100, 200. Enlever, et après, donc, il investit dans des dossiers. Donc un peu de bourse alors, t'as loupé ça, et derrière tu fais autre chose, non, crypto peut-être même pas. Ça m'a peur. Ok. Ouais, j'ai des potes qui ont fait des vrais montants, et j'ai rencontré des mecs qui ont fait des vrais montants, qui ont perdu, d'autres qui ont gagné, qui sont toujours au sommet, et je sais pas quoi en penser. J'en ai fait, j'ai mis, genre, tu mets 500 balles sur. En 3 ans, j'ai dû mettre 500 euros en tout, tu vois. Parce que, comme bon entrepreneur qui se respecte, c'est la vibes, mais j'ai tout retiré. Ok, et pour les travaux de mon appart, je me suis dit, c'est bon. Et moi, je le considère aussi comme un investissement. Tu payes les formations? Ouais. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ça, tu fais régulièrement. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, avec maths, surtout maths, je pense qu'on doit avoir 30-40 000 de formation. C'est quoi la dernière que tu as fait? David Laroche. Ah oui. Paradoxe. Okay. Incroyable, numéro 1. Il est fou. Ouais, il n'y a pas mieux. Ces podcasts, d'ailleurs, Business Impact, c'est une grosse source d'inspiration pour moi. J'aurais dû en parler parce que ce mec-là, son programme n'est pas comme les autres. Il a un talent qui n'est pas comme les autres. C'est un talent. Pour moi, c'est un talent, David. C'est pas quelqu'un il travaille énormément, mais c'est un talent. Il connaît le cerveau par cœur. Tu vois, et il m'a appris aussi énormément de choses par ses coachings, etc. Ça a un prix. Mais aujourd'hui, David Laroche, pour moi, c'est putain, waouh. Il est sur la vie. Ouais, c'est pas une blague. On a pris des formations qui étaient Yomi, on a Success Pro Yomi. Success Pro Yomi, c'est la partie mindset de Yomi qui est très très bien aussi. D'accord. Très bien, mais David Laroche, c'est énorme. Son programme en neurosciences, son programme en développement entrepreneurial, son programme en performance personnelle et professionnelle, c'est insane. Ouais, c'est énorme. Et donc ça, c'est un programme qui n'est pas si cher que ça. Ça peut être un investissement important pour certains. C'est 999 plus 1000. Donc pourquoi le plus 1000? Parce que ça développe des accès à d'autres trucs à la vie, etc. Mais Paradoxe, c'est insane. Et du coup, d'ailleurs, j'ai fait un module qui m'a tellement inspiré sur Paradoxe. On a fait un module mindset sur la formation PM Corp. Et moi, ça me met un peu les émotions quand je parle de ça, parce que c'est un vrai souhait de partager aussi. C'est que les 600 membres, tu vois, tu as des commentaires, tu as l'espace commentaire sur les formations. Et donc, moi, j'ai fait un module sur le growth mindset et le fixed mindset. Donc, le mindset d'évolution et le mindset fixe qui te reste toujours au même endroit. Okay. Tu vas toujours vouloir plus, etc. Mais modérer le fait de vouloir plus. J'ai fait un modèle qui est hyper cool sur ça. Une vidéo qui est hyper cool, du coup, un petit module hyper cool sur ça. Et j'ai des gens qui me disent que leur fille leur parle plus. Je peux pas citer le nom forcément, tu vois, c'est ultra perso. Mais ça, c'est des réponses perso qu'on a. Leur fille leur parle plus et que grâce à ce module, il a envie d'envoyer un message à sa fille. Et ça, tu dis putain, tu sers à quelque chose, tu vois. Alors, des retours comme ça, ça fait chaud au cœur. Ouais, c'est énorme. Et des messages, tu vois, des messages sur Instagram, là, Alexis, j'ai trop hâte de te voir le 15, alors que le mec, il est papa de famille, tu vois. C'est ouf. Et en vrai, être inspirant, je donnerais tout au monde pour être, tu vois, pour recevoir des messages régulièrement comme ça. Et donc ça a été un vrai souhait sur cette chaîne YouTube, sur ces investissements aussi, comme tu dis, de pouvoir améliorer ses compétences, parce que tout entrepreneur doit s'améliorer. Parce que je compare souvent les entrepreneurs aux sportifs de haut niveau. Et un sportif de haut niveau, il doit s'entraîner tous les jours, parce qu'il sait que derrière, il y a un petit jeune de 18 ans qui lui botte les fesses. Et qui arrive, fin de 6ème, il est chaud patate, le jeune de 18 ans, il est à 190 sur l'autoroute, toi t'es à 110 régulateur de vitesse parce que t'as ton rythme de croisière, mais t'es cuit mon ami, il va te mettre une rafale, il va se trouver 6 km devant et t'es cuit. Et la métaphore se fait que t'es entrepreneur, t'as un concurrent qui arrive sur le marché, qui a peut-être pas les fonds mais la détermination, il peut te plier en 4.
Ok. C'est lequel, mais c'est là où le gros fiche te rachète et donc du coup tu repères investissement sur soi. Ouais. Et du coup, 2 dernières questions. Avant-dernière. Ouais. Est-ce que tu as des passions, des sports? Ouais, putain, en vrai, maintenant, tu sais, tu me poses la question, mais je sais plus si c'est une passion. Le foot, parce que j'en étais dégoûté. D'accord. Ouais. Par les mentalités, par. Foot à petit niveau que tu as été dégoûté Non. par rapport à. Non, parce que on a joué en U15 Ligue Elite, donc on jouait contre l'OL, on jouait contre des belles équipes, tu vois. On a un gars avec qui on jouait qui s'appelle Lucas Dacuna, tu vois, peut-être qui c'est. Je connais, donc ça va. Il joue à Comme en série B, il a joué à Rennes, à Nice. Enfin, tu vois, non, on a joué à un bon niveau, vraiment. Mais je suis dégoûté par la vision des directeurs sportifs de certains clubs, Enfin, en fait, maintenant, ils pensent pour moi, l'argent dans un club, c'est important, mais ce que tu peux faire avec des joueurs qui le font pour toi et pour le club, pour moi, ça l'est plus. Et en tout cas, à échelle locale, c'est pour ça que je suis dégoûté à échelle locale, régionale. Okay. Je ne citerai pas le nombre de personnes ou de clubs, mais pour moi, aujourd'hui, arrêtez de penser qu'en ayant 15 000 sponsors, vous allez monter en national. Vous êtes qu'en R2. Si derrière t'as pas de bons joueurs, ça sert à rien, tu vois. Et tu peux avoir tous les sponsors que tu veux. Tu peux avoir des bons joueurs, mais c'est l'état d'esprit des bons joueurs. C'est comme dans une entreprise. Tu peux avoir le meilleur des commerciaux, pardon. Ouais, le meilleur. Ouais, bref. Tu peux avoir le meilleur des sales, mais si ce mec-là, il n'a pas l'état d'esprit de mouiller le maillot pour les autres, et pour toi et pour la boîte, il est cuit. S'il fait pas les chiffres, tu peux rien à ce mec-là, c'est une brèle. Okay. Tu vois, t'es bon, t'es pas bon. Il y a un mec qui me disait toujours, moi, tu sais, quand t'as des pains au chocolat et des croissants sur la table, il n'y a pas de pitié pour les croissants. Hein. Tout le monde tape les pains au chocolat. Hein. C'est triste, mais c'est réel. Et pareil, dans une soirée, tu peux prendre du Coca-Cola, ou une sous-marque du Coca-Cola, mais tu bois quoi? Tu bois le Coca-Cola. Faut arrêter de se voiler la face. Et donc aujourd'hui, t'as bien beau être bon, mais il faut être capable aussi de manager, de donner de la vision aux joueurs, de donner cet état d'esprit aux joueurs. Et ouais, le foot, ça m'a blasé. Des passions, mais dégoûté du coup, ouais. Le sport. Okay. Mais là, j'ai un associé qui m'a chauffé pour un projet. On va partir en Thaïlande 3 semaines pour fight. Ok, on veut faire moi, je sais rien du tout à ça. Tu me dis de mettre ma garde, je suis cuit. Genre là, on se bat, je suis mort. Tu vois. Ouais, là, tu me feras bien, je pense. Je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. C'est pas par l'éducation, mais je me suis jamais battu, tu vois. Et ouais, genre, ça m'a chauffé. Et là, on va partir, je pense que quand ça sortira, on sera peut-être là-bas. Et ouais, je suis trop chaud, genre. 3 semaines de 0 au premier combat. Et donc, du coup, c'est quoi, c'est entraînement matin? Ouais, 5 heures par jour. Ok, ouais. Ouais, donc c'est un budget, je crois que c'est 3-4 000 €, logé, nourri, blanchi. Enfin, logé, nourri. Donc on pourra bosser sur nos business là-bas, même si le décalage est tendu, mais c'est 3 semaines, c'est pas non plus le bout du monde. Et on part là-bas, full contenu vidéo. Et on a envie de tout arracher là-bas, genre, entre potes, tous les gars qu'on associe. Parce qu'on est potes aussi dans tous les jours, c'est nos meilleurs potes. Mais ouais. Bien cool. Ouais, en vrai, ouais, ça c'est un projet, tu vois, qui me fait kiffer. Et j'ai le projet aussi j'aimerais bien faire un des 6 plus grands sommets du monde. Ça, c'est par rapport, tu vois, à la personne que j'ai perdue quand j'étais plus jeune, qui adorait un peu toute la marche, la nature, la chasse, etc. Et ça, j'ai un projet que j'ai, ouais. Et d'autant plus que Inoxtag, le youtubeur français, qui est pour moi une grosse aussi source d'inspiration, parce que le mec, il lâche rien depuis qu'il est tout jeune, tu vois. Et il le fait en ce moment, et les vidéos, elles sont extraordinaires. Et tu dois apprendre des choses de survie, de partage, parce que quand il y a 1 kilo de riz, bah, tu es obligé de partager. Quand ton pote n'est pas dans le bon état d'esprit, tu partages avec lui aussi ce moment-là. Et donc j'ai promis à Mathéo que je faisais le camp en Thaïlande, parce que lui, c'est son rêve de le faire. Et il m'a promis qu'il faisait du coup une ascension ensemble. Vous savez pas lequel encore? Non, c'est chaud, parce que après c'est des fonds, et c'est aussi en fonction de tout ce qui est météo, tout ça. Ouais. On aura en gros un guide que tu payes et qui te programme l'intégralité du truc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore idée de ce qu'on ferait. Je fais le Mont Blanc au mois de juin. Arrête! Ouais. Putain, trop bien! Avec un pote aussi. Incroyable, tu t'as un guide? On a plein de guides, ouais. Ah bah tiens, vas-y, on en parlera. Vas-y, pas de soucis. Incroyable, putain, trop bien, trop cool. Ça me fait marrer que tu me dises ça, du coup, parce que nous, moi j'ai un projet de sport par an. Et là, un projet de sport par an?
Comment ça? Ça fait 3 ans, du coup, c'est la 3e année où. Tu sais, moi j'ai toujours été sportif, beaucoup de muscu en fait. Ouais. Après, à côté, un petit peu de boxe, du run, machin, etc. Ouais. Il y a 3 ans, l'objectif c'était faire un triathlon taille M. Donc c'est pas Taille grand-chose. M. Attends, les 3, tu déconnes ou quoi? Le M, alors attends que j'ai des chiffres en tête, je crois que c'est 1,5 km de nage. Là, il y avait 50 de vélo. Et 20 de marche. Et c'était 10 de course à pied. Ah, c'était 10 tu de vois, course. c'est pas fifou, mais moi voilà, à la base, j'avais pas le running, le vélo, je n'en avais pas. C'était où Cubise, pas loin en plus. Ah, la de Cubise. Ouais. Ah, ok. Donc, tu vois, j'ai fait ça il y a 3 ans. Enfin, il y a 2 ans. L'année dernière, j'ai fait le marathon d'Annecy. Et je pars de loin parce que moi, j'ai attaqué de courir vraiment pendant le Covid. Combien 42 ans. J'ai Ah, mais combien de temps 3,46 je crois. L'objectif c'était 4 heures et j'ai fait en dessous. Et serein en plus. Donc, Est-ce que, bon, moi j'ai fait Céline Dion là récemment, parce que j'aime bien courir aussi. ok. Et ça fait trop du bien de courir. Et tu vois, est-ce que toi la sensation de courir un marathon, ça a été la même que moi, j'ai fait le semi, hein. Ça a été la même que moi de courir le semi, où tu t'en rends pas compte? Ouais, tu t'en rends pas compte alors. Tu avais déjà fait un marathon avant? Non, Ah. j'ai fait semi. Ouais. Semi, j'ai fait Lyon. Et là, marathon, franchement, le marathon, enfin, après, c'est pas pour me le raconter ou quoi, mais easy. Par contre, ce qui est chiant, c'est la prépa. Et la prépa, là, on est bavé. Tu vois, 3 mois de prépa où tu fais 3 entraînements par semaine. Ah bah, ouais, carrément, ouais. L'idée, c'est de faire moins de 4 heures. Donc, tu vois, tu as un entraînement où tu fais une ergonomie classique, un entraînement où tu vas faire du fractionné. Donc, ça, je déteste ça. Solo en plus. Parce que j'ai fait le marathon avec mon beau-frère, mais en fait on était ensemble que les week-ends. Et du coup la 3e sortie, c'est sortie longue, tu vois, entre 1h30 et 2h30. Ouais, ouais. Elle fait mal à la fin de la semaine. Ouais, donc prépa horrible. Par contre le marathon, mais easy. Donc là, la première année, le tri. Ouais. 2e année, marathon. Et 3e année. Et bah là, cette année, c'est Mont Blanc. Incroyable. Et on verra l'année prochaine, on va déjà faire Mont Blanc là. Non, c'est propre. Ce qui est ouf, ouais. Non, c'est propre, c'est propre. Mais c'est vraiment, t'en parlais, tu vois. Non, mais je pourrais te faire inviter un gars là que tu vois, tu pourras en parler. C'est Jordan Labrosse, un ami à moi d'enfance. Ok. D'enfance, vraiment, genre, on se connaissait, nos soeurs jouaient au basket ensemble. Et lui, il est coureur pour AG2R la mondiale. D'accord. Donc tu vois, si un jour nous on a fait un kiff ensemble, on l'a pas documentalisé, j'étais con d'ailleurs. On a fait la loge des gardes. Mais quand tu pars de zéro, c'est chaud, tu vois. Après, toi, tu pourrais te faire un kiff, de monter un truc un peu plus costaud avec lui, mais c'est énorme. Faire ça avec un pro, c'est énorme. Putain, c'est cool. Tu vois qu'il est sur une planète. Il n'est pas non plus Tour de France encore, je pense à l'année prochaine parce qu'il a 19 ans, hein. Et 20 ans. Et ouais, c'est énorme. Et là, tu vois, j'ai un trip aussi, c'est faire circuit, course de voiture. Ok. Ouais, genre j'aimerais bien m'inscrire à une course de voiture, tu vois. Et donc, ouais, il y a plein de projets sportifs parce que je pense qu'on a un peu la même vision du truc. Tu sais, le fait de se dépasser, partir de zéro et de se faire kiffer, de dire ouais, putain, c'est réalisable. Et dis-moi en un mot, la sensation que tu as eue quand tu as fini le marathon. Fierté. Ouais, mais c'est ça. Fierté. C'est énorme, c'est énorme. La vérité, que c'est énorme. Les gens ne s'en rendent pas compte quand tu finis quelque chose. Le tri, c'était peut-être pas pareil. Bah, en fait, moi, l'idée, le tri, il n'y avait pas de question de temps, c'était terminé, tu vois. C'était terminé parce que quand t'es pas du tout du domaine et d'enchaîner comme ça 3 sports, franchement, t'attaques le vélo, déjà, t'as les jambes qui sont fuselées, et ensuite t'attaques la course à pied, je t'en parle même pas. Déjà, juste de terminer, c'était énorme, tu vois. Ouais, mais le tri, le marathon, t'as du kiff. C'est ça. Non, mais c'est sûr. Et bah, du coup, j'en viens à la dernière question. Vas-y. Pour toi, réussir sa vie, c'est quoi? Ça, c'est chaud, ça. Ça, c'est chaud. J'adore avoir la vision de chaque invité. En vrai, c'est. Je pense que tu vois, c'est réussir sa vie, c'est tu vois, être heureux dans ce que tu fais, être fier de ce que tu fais, et surtout être propre dans tout ce que tu fais par rapport aux autres. Ok. Moi, pour moi, c'est trop important de. Et c'est peut-être une erreur, hein, et peut-être que je change la vision, tu vois. C'est normal. Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, mais pour moi, Alexis, s'il réussit sa vie, c'est quelqu'un qui embauche des personnes et qui permet à ces personnes-là de vivre pleinement de leur activité, qui permet à ses clients aussi de kiffer ce qu'ils font et de vivre de leur activité aussi. Donc ouais, pour moi, réussir, c'est ça, c'est vraiment permettre aux gens d'apporter du bien aux gens, tu vois. J'ai envie d'apporter du bien aux gens. Okay. Tu vois, j'ai envie que les gens se sentent bien, en vrai. C'est cool, parce qu'il faut penser à ça aussi. Mais je sais que si j'apporte du bien, je me prendrai des claques, c'est sûr.
Mais le peu de personnes sur lesquelles j'aurai des vrais retours, ces personnes-là, ils m'emmèneront tellement loin, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on a réussi à créer un groupe de clients, un groupe de collaborateurs et un groupe d'amis business et d'amis proches qui, si on se déplace à droite, viendront à droite. Et si on se déplace parce que c'est des suiveurs, parce qu'ils aiment ce qu'on fait et comment on le fait aussi. Et ça, pour moi, c'est trop important. Ok. C'est trop important. Bon, c'est cool. Et écoute, je te remercie d'être venu. C'est un régal. Ouais, c'est un régal. Et du coup, ce que je ferai, je partagerai donc, sur les réseaux et aussi dans la description du podcast et dans tes réseaux à toi. Avec plaisir. Voilà, s'il y a éventuellement des agents IMO ou des personnes qui veulent se parler, qu'ils n'hésitent pas. C'est ça, s'il y en a qui veulent échanger sur l'entrepreneuriat, il n'y a pas que la finalité business, il y a aussi, si je peux filer un coup de main à X ou Y personne, c'est avec grand plaisir. Je donne mon temps, généralement je prends 3 créneaux par semaine dans lesquels je vais partager un moment avec quelqu'un que je connais pas. Okay. Parce que j'ai un groupe Facebook, en gros il y a 1800 commerciaux dessus, privés. Et en gros j'ouvre des créneaux sur lesquels je partage des tips commerciaux. Et voilà, donc envoyer un message, ça mange pas de pain. C'est pas question de se dire ouais mais ça va faire forceur, je m'en fous. Même toi je pense que tu t'en fous que quelqu'un t'envoie un message. Ah tiens, tel tips, viens, essaye de changer ça sur ton prochain podcast. C'est des retours. Exactement. Et contrairement à d'autres, faut le faire. Et là, toi, tu le fais, et nous, on le fait. Et si on peut engranger de l'expérience d'autres personnes, c'est avec grand plaisir. Il y a du plus et il y a du mauvais de partout, de toute façon. Ça, on est d'accord. Mais en tout cas, merci de m'avoir invité. J'ai passé un super moment en détente. En plus, ce canapé, il est confort. T'as vu ça? Il est confort de fou malade. Et je pense que le prochain, on le fera chez moi. Allez, au bureau. Avec plaisir. C'est cool, en tout cas, merci à toi. Merci. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Merci encore pour votre écoute. Je compte vraiment sur vous pour aller mettre une note 5 étoiles et un petit commentaire. Et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!